Le bois du mobilier contrastait avec les grandes fenêtres. Un ventilateur tournait en silence au-dessus de leur tête. Le sergent-chef Ed Morty était happé par sa lecture. Il lisait la confession manuscrite de l'homme qui se trouvait en face de lui, de l'autre côté du bureau. Voici ce que lut le sergent Ed Morty ce jour-là. « Madame, monsieur, aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé espionner les gens. Je me rappelle encore l'odeur de l'herbe humide au fond du jardin. Un mur en bois nous séparait du voisin, et entre les planches, on pouvait jeter un œil. La plupart du temps, je ne voyais rien d'anormal, mais le simple fait d'espionner Monsieur Lampus me fascinait. Ce mur de bois, censé garantir son intimité, symbolisait la loi, l'interdit. Et tous les jours, en rentrant de l'école, je franchissais cet interdit, bien caché derrière un buisson, observé sans qu'on soupçonne ma présence. Parfois, quand il ne se passait pas grand-chose, je divaguais. J'imaginais le voisin me repérer, et l'adrénaline montait et la simple perspective du danger me mettait dans tous mes états. J'ai vu Monsieur Lampus pleurer dans son jardin, pisser dans un coin après une soirée arrosée, vomir près du nain de jardin qu'il avait là. Et je l'ai vu bien des fois parler seul, sur sa condition misérable, sa solitude, son divorce, sa mère défunte, et plus généralement sur le sort du monde. Bien des fois, j'ai pensé lui jouer des tours, envoyer un caillou contre la fenêtre et voir comment il réagirait. Mais j'ai vite eu de l'empathie pour lui. Il ne me connaissait pas, mais s'il faisait partie de mes relations désormais. Une sorte de relation unilatérale, comme on peut en avoir avec un objet. Tout ça dura bien des mois, jusqu'au jour où je l'ai vu une corde entre les mains. Je me rappelle encore le son de mon cœur contre ma poitrine. Il allait sortir de mon torse, traverser le mur de bois et révéler ma présence. Et cette idée fantasque n'aida évidemment pas à faire retomber la tension. J'étais donc là, à moitié concerné par ce cœur qui battait à tout rompre, et c'est à peine si je vis Monsieur Lampus passer la corde autour de la poutre du porche. C'est quand je l'ai vu monter sur la chaise que j'ai réalisé qu'il allait mettre fin à ses jours. Il est monté sans hésiter, a passé la corde autour de son cou, puis il a fait basculer la chaise pour mourir asphyxié. Je suis resté là, entre le buisson et les planches de bois, à le regarder se balancer au bout de sa corde. Puis j'ai entendu une voix au loin. Elle m'était familière et me parvenait par écho. Mais j'étais tout absorbé par le spectacle de la mort, fasciné par le suicide. Je n'ai pas entendu ma mère m'appeler. Elle m'a cherché partout et a fini par me retrouver, assis derrière le buisson. « Qu'est-ce que tu fais ?» m'a-t-elle dit. « On n'espionne pas les gens, voyons !» Mais je suis resté là, à regarder le voisin. Après quoi, tout est allé très vite. Ma mère m'a pris violemment par le col, puis m'a ordonné de rentrer faire mes devoirs. Je suis resté planté les yeux dans le vide, au milieu du jardin. J'aurais pu parler à Monsieur Lampus, le soutenir d'une manière ou d'une autre. J'aurais pu prévenir ma mère ou appeler la police. J'aurais pu intervenir. Mais je ne l'ai pas fait. Et c'est là tout le fond de mon histoire. S'immiscer sans intervenir. Comme un dieu qui verrait les mortels en contrebas, mais qui n'interviendrait pas pour les sauver, les laissant à leur sort misérable. Je suppose que quelque chose de mon cerveau ne colle pas, quelque chose en rapport avec la mégalomanie et le désir de domination. Bien entendu, ma perversion n'a fait qu'empirer. Au collège, j'allais souvent épier les camarades. Garçons ou filles, ça m'était indifférent. Ma maladie, car c'en est une, est devenue si prononcée que j'en ai fait mon métier. Pour assouvir mon vice, je suis allé très loin. J'ai constaté que bon nombre de maisons, ces lieux de l'intime, se vendaient mal. Sur les sites d'annonces immobilières, je constatais que certains biens restaient à la vente pendant 1 an, voire plus. Je suis donc devenu un expert en homestaging. Sans mauvais jeu de mots, une sorte de Dr House. J'approchais les propriétaires désespérés avec un professionnalisme hors du commun. Mon costume était plus beau que celui des autres, ma voix plus suave et plus rassurante, mon tact impeccable et mon verbe ne fourchait guère.
Je n'avais aucun mal à convaincre ses propriétaires d'investir 4 000 ou 5 000 euros en travaux supplémentaires. Le tout pour vendre le bien en un temps record. Mon succès fut tel qu'après 1 an d'activité, j'avais la trésorerie pour avancer les fonds destinés à ces travaux. Et je faisais tout ça dans le seul but d'installer un réseau de vidéosurveillance dans toute la maison. Oui, vous m'avez bien entendu. Je retapais des maisons dans le seul but d'y placer des micros et des caméras de surveillance. À l'heure où je vous parle, j'ai vendu 26 maisons et autant de chambres et de salons dans lesquels rien ne m'échappe. Une fois les travaux de rénovation terminés, je m'occupais moi-même des visites. Si le profil de l'acquéreur ne m'intriguait pas, je n'en faisais même pas part au propriétaire. En général, j'arrivais à revendre la maison en moins de 20 jours. La magie du homestaging, me direz-vous? Certes. Mais n'oublions pas qu'un homme aussi pervers que moi arrive assez rapidement à ses fins, pour la simple raison qu'il vit sous l'obsession. Vous trouverez pléthore de vidéos de motivation à ce sujet. Au bout de 2 ans d'activité, j'avais chez moi un reality show en multiplex. Une salle secrète dans laquelle je pouvais passer des heures à scruter le quotidien des personnes que j'avais moi-même placées dans ces lieux que j'avais moi-même rénovés et redécorés. Et comme si ma perversion n'était pas assez développée, j'ai pris goût à l'argent. J'ai investi dans la pierre pour faire plus d'argent encore, et pour placer plus de micros et toujours plus d'angles de vue. Je pourrais vous parler de Paul, ce banquier qui vit seul et passe son temps libre à voir du porno. Ou de la crise d'ado de Clara, qui vient de se faire un énième tatouage sur le bras gauche. Ou encore de Madame Nguyen, mariée depuis 20 ans, et dont l'amant vit à 3 pâtés de maison. Je pourrais disserter des heures sur les disputes de Julien et David, ce couple homo qui a des divergences politiques assez prononcées. Oui, je pourrais tout révéler de ces gens-là, mais vous pensez bien que si j'écris ces mots, ce n'est pas pour révéler ce petit jardin secret, ma chasse gardée. Non, si je vous écris, c'est parce que j'ai vendu l'une des maisons à Monsieur et Madame Valentino. Cette fois, je n'ai pas vendu pour le compte d'un proprio. J'avais moi-même racheté la maison pour la rénover et la revendre plus cher derrière. Je venais de finir les travaux la veille. J'étais sans doute fatigué, ce qui a peut-être altéré mon jugement. Ils ont sonné à la porte, le son m'a fait sursauter et s'est propagé dans toute la maison. J'ai remis mon col et ma cravate en place et suis allé ouvrir. Je n'ai pas eu l'entrain habituel en découvrant les Valentino. La femme était menue, ses cheveux noirs et lisses contrastaient avec le vieux pendentif en nacre qu'elle portait au cou. Elle m'a souri aimablement, mais avec franchise. Elle avait quelque chose d'attendrissant et d'irrésistible. Derrière elle, légèrement en retrait, Monsieur Valentino. Je n'ai pas pu soutenir le regard plus d'1 seconde. Il était grand, vêtu d'un blouson en cuir. La barbe de 3 jours, les cheveux gominés et le regard furieux. Ce n'est que plus tard, depuis mon QG, et grâce aux caméras, que j'ai remarqué sa cicatrice au cou. Lui n'a rien dit de toute la visite. Aussi ai-je fini par m'adresser uniquement à Madame Valentino. Stéphania, de son prénom. J'étais maladroit ce jour-là. Je suais un peu du front. Nous sommes passés par toutes les pièces. La cuisine ouverte sur le salon salle à manger, puis les chambres et les douches à l'étage. Nous sommes ensuite allés dans le jardin. J'avais tondu la pelouse et planté un potager. C'est là que Stéphania m'a regardé de ses yeux noirs et légèrement mouillés. Elle s'est retournée vers son mari, puis, ayant recueilli son aval silencieux, m'a dit « Nous la prenons, monsieur Gozus. » J'ai accepté. Ils ont tout réglé en une fois, en cash, l'après-midi même. C'est monsieur Valentino qui s'en est chargé. Nous étions dans le salon, assis sur les grands canapés beiges. Il a ouvert un sac noir, puis a aligné une liasse, puis une autre, puis encore une autre. J'ai rangé les liasses dans un autre sac et je n'ai même pas vérifié la quantité. Le soir venu, j'ai déposé les liquidités sur mon compte. J'étais assis sur ma chaise et de tous les écrans de la salle, je n'avais d'yeux que pour la maison des Valentino,
ma dernière vente. Je connaissais la routine des autres foyers. Les Valentino, c'était la nouveauté. Je pourrais donner moult détails sur les habitudes de vie des Valentino et l'intérieur de la maison. Par exemple, ce petit journal que Stefania Valentino garde jalousement dans un tiroir de sa commode de maquillage. Au cas où la police mettrait en doute ma confession, je peux affirmer que ce petit journal est revêtu d'un cuir bleu et qu'une cordelette permet de le refermer. Le journal m'a évidemment intrigué et j'ai vite fait le lien avec les violences domestiques dont Madame Valentino était victime. Au-delà des mots et des insultes, j'ai assisté impuissant à des scènes à peine supportables. Il était évident que Stefania avait peur de son mari, qu'elle évitait de le contredire et qu'elle acceptait difficilement le coït, sans toutefois le lui refuser. Un soir, il était revenu ivre. Il est entré en laissant la porte grande ouverte. « Stéphie !» La femme n'a pas répondu, elle feignait de dormir à l'étage. Ce qui a sans doute énervé un peu plus le caractère déjà véhément de Monsieur Valentino. Il est monté dans l'escalier sans prendre la peine d'enlever ses chaussures, salissant la moquette que j'avais pris tant de mal à installer. Mais c'est un détail insignifiant par rapport à la suite. Il est entré avec ses bottes pleines de boue. Elle était couchée sur un côté. Il a allumé la petite lampe et il s'est jeté sur elle. Je n'ai pas pu voir la suite. J'ai même coupé le son de ma caméra. Ce que je puis dire, c'est que j'ai eu une aversion pour cet homme si profonde qu'elle a sans doute joué un rôle sur la suite des événements. Le lendemain, je suis revenu dans la salle des écrans. J'ai attendu 10 heures en espérant que Madame Valentino ait fait sa toilette. Je suis un voyeur, ne l'oubliez pas. J'ai donc maintes fois observé Stefania se doucher et s'habiller. J'ai même pensé voler quelques-uns de ses sous-vêtements. Mais la violence de Valentino venait de casser quelque chose, de me renvoyer mon voyeurisme en pleine figure, ainsi que mon immonde condition d'homme et de pervers. J'ai regardé l'un des écrans et j'ai vu que Stefania dormait toujours. De cet angle de vue-là, je ne voyais pas son visage. Je l'imaginais, le regard vide. Elle est restée alitée presque tout le jour, puis elle a fini par se lever pour aller dans la salle de bain. C'est là que j'ai vu l'hématome qu'elle portait au visage. J'ai éteint la caméra de surveillance ce jour-là et je suis parti prendre l'air. Quelque chose m'angoissait. Le soir même, j'essayais de me changer les idées en regardant l'intimité des autres foyers, mais c'était pire. Il m'était devenu impossible d'observer une scène de nu où simplement quelqu'un se vêtire. Tout a basculé très peu de temps après. En général, Valentino revenait tard le soir. Parfois, il ne dormait même pas près de sa femme. Je le suspectais d'avoir une activité professionnelle peu ordinaire. Ce jour funeste où j'ai surpris Valentino caché des liasses de billets dans le plancher de son armoire. Il est revenu en plein après-midi. Sa femme n'a rien dit et ne l'a évidemment pas questionné sur cette visite surprise. Il est allé dans l'une des pièces, là où il avait installé ses poids et son banc de musculation. Là, il y avait une immense armoire en bois massif et sombre. Il l'a ouverte, a retiré les chaussures entassées les unes sur les autres, retiré le plancher et déversé tout son sac. Les liasses sont sorties par dizaines. Il a secoué son sac 5 ou 6 fois pour tout faire sortir, puis a étalé les liasses pour former un lit bien homogène. Après quoi, il a remis le plancher, remis les chaussures et refermé l'armoire. Il a éteint la pièce et je suis resté là à regarder l'écran noir. Mes yeux exprimaient sans doute l'effarement et quelque part dans ma tête se dessinait la perspective d'une nouvelle vie. Il y avait là un demi-million, peut-être plus. Avec cet argent, pensais-je, je pourrais laisser cette vie et tout recommencer. Je ne voyais pas encore à quel point j'étais cupide. J'étais juste conscient d'une chose. J'avais envie d'arrêter les enregistrements. Mais je savais au fond de moi que je recommencerais, dans un autre pays, où que j'aille. Avec cet argent, je rachèterais des maisons que je minerais de micros et de caméras insoupçonnables pour le commun des mortels. Et mon manège pervers recommencerait, à moins que Stefania ne devienne ma nouvelle obsession, mon garde-fou,
celle qui allait me guérir à ses dépens de ma vile addiction, elle qui m'empêchait de voir un corps nu désormais. Tôt ou tard, je savais que mon voyeurisme ne me suffirait plus, que vivre leur vie par procuration me ferait un temps, qu'il me faudrait entrer dans les foyers, voler sans doute quelques sous-vêtements, m'exposer tout juste assez pour sentir l'adrénaline sans me faire repérer, rôder et errer dans les jardins, les salons ou même la chambre à coucher, là où les bonnes gens se sentent en sécurité, là où ils oublient de fermer une fenêtre ou de pousser la sécurité. Mais je ne pensais pas que je commettrais ma première effraction pour un vol d'argent. La nuit était fraîche, mais j'étais tout de noir vêtu. J'avais même enfilé un bonnet noir qui pouvait se rabattre sur le visage et former une cagoule. J'avais pris un sac de 40 litres. Vu les allers-retours de Valentino, il y en avait désormais pour 2, 3, 4, 5, 6 millions, 7 millions peut-être. À vrai dire, j'avais perdu le compte tant ces allées et venues s'étaient rapprochées, à tel point que la cachette de l'armoire ne suffisait plus et qu'il avait commencé à cacher de l'argent dans les murs. J'ai saisi ma chance. Valentino devait s'absenter pour 2 jours et Stefania allait rester seule. Il lui avait interdit de sortir et il lui avait dit de tout commander à la maison. Elle allait obéir docilement comme d'habitude. L'herbe du jardin était mouillée ce soir-là. L'arrosage automatique était en marche et je devais l'éviter. De là où j'étais, je pouvais voir la grande baie vitrée qui donnait sur le salon. J'avais remarqué que Stefania Valentino l'ouvrait souvent pour aérer la maison et qu'il lui arrivait de la laisser ainsi pendant plusieurs heures. Ce soir-là, c'était le cas. Je longeais l'un des murs à pas feutrés en prenant soin de me faufiler entre les buissons. Il y avait un éclairage automatique installé juste au-dessus de la baie vitrée. Je me suis collé au mur de la maison pour ne pas déclencher le spot lumineux. J'ai jeté un furtif coup d'œil à l'intérieur et j'ai vu Stefania dans sa cuisine. Ça sentait le rôti. Je me suis accroupi et je suis resté là à l'observer. Un peu par voyeurisme et aussi parce que je devais attendre qu'elle ait le dos tourné pour entrer. La cuisine donnait sur le salon et en cet instant, elle découpait des légumes en me faisant face. L'adrénaline commençait à monter doucement. J'ai regardé derrière moi par réflexe, le jardin était sombre et tranquille. Une brise vint même me caresser le visage, comme pour me conforter dans mes plans et me calmer. Quand je suis revenu à Madame Valentino, j'ai vu qu'elle n'était plus dans la cuisine et mon cœur s'est emballé tout à fait. J'ai regardé dans tous les coins de la pièce, mais certains angles étaient invisibles dans la position où j'étais. J'ai alors entendu sa voix. Dans mon excitation, je n'ai pas tout de suite vu qu'elle était venue s'asseoir dans le canapé qui était dos à la baie vitrée. De là où j'étais, je ne voyais que le haut de ses cheveux. J'ai repris mon calme et j'ai poussé lentement la baie vitrée, tout juste assez pour entrer. Je n'ai pas écouté le début de son appel, tout absorbé que j'étais par mon effraction amateur. Je me suis vite mis derrière la grosse commode. Et là, j'ai cru que j'allais m'évanouir tant le sang de mon corps est monté et a envahi ma tête. Là, des traces de boue, traces qui menaient jusqu'à moi. J'ai sorti le mouchoir en tissu de ma poche et j'ai essuyé mes chaussures aussi discrètement que possible. Je respirais fort, ce qui ne fit qu'augmenter l'adrénaline en moi, par peur que Stefania entende cette respiration lourde. J'ai regardé rapidement dans la pièce. Stefania était toujours au téléphone, mais elle s'était mise debout. Elle est passée devant un miroir auquel je n'avais pas fait attention jusqu'alors. Elle est passée devant 1 fois, 2 fois, puis est restée à se regarder tout en parlant au téléphone. Le miroir en face, elle pouvait voir tout ce qui se passait derrière elle. Impossible pour moi d'essuyer les traces qui menaient jusqu'à moi. Je n'ai jamais regardé des traces de pas ainsi auparavant. Soudain, Madame Valentino a cessé de parler. J'ai entendu qu'elle venait vers moi. Je me suis blotti dans l'angle formé par le mur et la commode. Elle a ouvert un tiroir, fouillé dedans, puis j'ai expiré longuement en l'entendant monter les marches de l'escalier. Je me suis vite ressaisi pour essuyer les traces de boue que j'avais laissées sur mon passage. Heureusement pour moi, je n'avais pas eu la sotte idée de mettre de la moquette à cet endroit de la maison. J'avais laissé le parquet. Puis, en relevant la tête, je suis tombé nez à nez avec une vidéocaméra. Elle avait été installée dans l'un des angles du salon.
Elle me fixait, impassible. Valentino l'avait-il installée par peur qu'on lui vole son argent? Et Stefania l'avait-elle fait mettre pour filmer les violences dont elle était victime? Toujours est-il qu'elle avait sans doute été installée, cette caméra, pendant les quelques jours où j'avais cessé d'observer les Valentino, à partir de ce fameux soir où Valentino avait abusé de sa femme. Y avait-il un écran quelque part et une personne qui m'observait en cet instant? Ouais, mon esprit s'égarait. Mon esprit s'égara tout à fait à l'idée que les Valentino puissent même découvrir les micros et les caméras d'espionnage que j'avais disséminées ça et là. Malheureusement pour moi, je n'avais pas abaissé ma cagoule. Le four s'est alors mis à sonner, me faisant sursauter. Décidément, mon cœur était mis à rude épreuve. Madame Valentino a alors déboulé dans l'escalier et j'ai manqué de me faire repérer. Elle a couru vers le four et j'ai profité de cette diversion fortuite pour monter les escaliers. Je les ai montés sur la pointe des pieds en un temps record. Je me suis dirigé vers la salle du pactole. J'ai posé ma main sur la poignée et elle était étrangement immobile. Comme si mon braquage ne tournait pas déjà assez au vinaigre, je réalisais que la porte du trésor de Valentino était fermée à clé. Je me rappelle avoir soupiré en maudissant le sort. Mais je maudissais sans doute un peu ma faiblesse intérieure, celle qui me poussait à épier les gens et maintenant à les voler. Quelle serait la prochaine étape? Leur jouer des tours? Compromettre leur sécurité pour de bon? À ce stade, c'est la démission intérieure, le lâcher-prise, le lâche qui prend les rênes, le rendez-vous de tous les démons qui se passent le mot. « Hé les gars, Gossus a complètement perdu la conscience, son âme est grande ouverte, engouffrons-nous ?» J'ai réfléchi bien fort et je me suis dit que Valentino avait peut-être gardé la clé quelque part dans l'appartement, ou qu'il l'avait sur lui. Dans un cas comme dans l'autre, je ne voyais pas comment j'allais ouvrir cette porte. J'ai reposé ma main sur la poignée et j'ai fait le forcing. Elle s'est ouverte, difficilement, mais elle s'est ouverte. Quel con, ai-je pensé. La serrure était juste un peu fatiguée. Mais le stress m'avait fait envisager le pire, à savoir qu'elle était fermée à clé. Je suis entré et j'ai ouvert l'armoire discrètement. J'ai retiré les chaussures à la va-vite, puis j'ai lutté pour ôter le plancher de l'armoire sans faire trop de bruit. J'ai retiré la planche et je les ai vus. Des liasses alignées et serrées comme des sardines. J'ai dégluti, puis j'ai commencé à les mettre dans mon sac de droite à gauche, en commençant par la première ligne. Les liasses étaient si serrées que j'ai eu du mal à extraire la première. J'ai rempli mon sac à ras-bord. Il en restait encore une bonne dizaine, mais je n'avais plus de place. J'ai été aussi raisonnable qu'il est donné de l'être à un type comme moi, et j'ai laissé le reste. J'ai pris soin de remettre le faux plancher et les chaussures avant de refermer le tout. Ensuite, j'ai jeté un œil dans le couloir, puis j'ai refermé la porte derrière moi. Il ne me restait plus qu'à redescendre et à disparaître dans la nuit. Mais la chambre à coucher, sur ma gauche, était entr'ouverte. Elle m'intriguait. C'était le Graal, là où j'avais vu Stefania se maquiller, lire, dormir, là où Valentino avait abusé d'elle. Je n'ai pas pu résister. Je suis allé dans la chambre, mon sac de 10 kilos sur le dos, et je n'ai pas pu regarder le lit. Je suis allé vers la commode au grand miroir. Des rouges à lèvres et du maquillage étaient éparpillés. Dans le miroir, j'ai vu un étranger. C'était moi pourtant. J'ai abaissé ma cagoule pour faire disparaître ce visage qui me faisait honte, et j'ai ouvert le tiroir où Stefania rangeait son journal. J'ai hésité à le prendre avec moi, puis j'ai simplement laissé un prospectus que j'avais pris le matin en pensant à elle. Sur le prospectus, un numéro d'assistance pour femmes battues. J'aurais pu lire son journal, m'immiscer un peu plus dans son intimité, mais après la violence dont j'avais été témoin, je ne me sentais pas de souiller un peu plus son monde intérieur. Et puis, j'avais quelques millions dans mon sac. Il me fallait partir. J'avais déjà perdu assez de temps. C'est alors que j'ai entendu une voiture.
Je suis allé à la fenêtre et j'ai vu le portail s'ouvrir. Incrédule, j'ai reconnu la voiture de Valentino. Ce n'était pas prévu. C'était pas bon du tout. Ma panique a atteint son paroxysme quand j'ai entendu des pas dans l'escalier puis dans le couloir. Je me suis caché dans les draps immenses qui habillaient les fenêtres, le sac entre les jambes. Stéphania est entrée. Elle a rangé son maquillage en vitesse et j'ai bien cru qu'elle allait se mettre à tout ranger de fond en comble. Heureusement pour moi, elle est redescendue pour accueillir son mari. J'ai hésité, puis je me suis aventuré dans le couloir. J'espérais encore pouvoir rejoindre le salon. Sotte illusion. Valentino est entré comme un fou et a commencé à monter les marches. Désespéré, je suis allé dans la chambre et j'ai ouvert la fenêtre pour grimper sur le toit. J'ai entendu Valentino hurler le nom de sa femme. Il venait sans doute d'ouvrir le faux plancher. J'ai passé une première jambe au dehors et j'ai commencé mon ascension par la gouttière. Le toit n'était qu'à 2 mètres de la fenêtre, mais une chute aurait été fatale. C'est du moins ce que je pensais. C'est alors que j'ai entendu des cris de femmes, ceux de Stéphania. Puis plus rien. Moi, j'ai enfin atteint le toit et j'ai cherché désespérément l'endroit par lequel je redescendrais sans me faire repérer. Et je me rappelle avoir hésité à re-rentrer par la fenêtre. Je me suis alors allongé sur le toit et j'ai repassé la tête pour voir si la fenêtre était toujours ouverte. C'est là que Valentino est apparu. Il a regardé en bas, puis s'est tourné pour regarder en l'air. On s'est retrouvés face à face. J'ai eu peur, mais je suis sorti de ma torpeur et j'ai retiré ma tête à temps pour éviter son coup de feu. La détonation a résonné dans toutes les directions. Tout le monde l'a entendu. J'étais maintenant assis sur mon séant, sur le toit, à attendre que mon bourreau monte pour me descendre. J'ai attendu le pied prêt à lui envoyer un coup dans la tête. Les secondes semblaient des siècles, et soudain, il a posé une main, puis l'autre avec laquelle il tenait l'arme. Je me suis approché juste assez pour envoyer tout ce que j'avais dans sa tête. Et à ma surprise, il est tombé. Je me suis approché pour voir, et je l'ai vu étendu au sol. Il a essayé de prendre son arme à quelques pas de lui, mais il s'est évanoui. Du toit, j'ai vu des lumières s'allumer chez la voisine. Je pouvais la voir près de sa fenêtre. Elle a pris son téléphone. Sans doute a-t-elle appelé la police. Je me suis ressaisi tout de suite et je suis re-rentré dans la maison. En passant devant la salle où Valentino cachait son fric, j'ai découvert Stéphania, étendue et inconsciente. J'ai pensé prendre son pouls, mais je suis parti. Une fois dans le salon, j'ai arraché la vidéo de surveillance, même si je savais que c'était inutile. Je suis ressorti par le jardin. Mon estime personnelle ne pesait pas bien lourd. Laisser une femme inconsciente comme ça, après avoir peut-être tué son mari, on passe son temps à juger et blesser les autres, parfois à désirer leur mort, ne serait-ce qu'intérieure. Mais ce n'est que quand on est devant le fait accompli, qu'on comprend que l'homme n'est pas fait pour faire le mal. S'il le fait, c'est qu'il n'est plus un homme, qu'il a laissé le monstre prendre son corps et son esprit, commander sa vie, tel un maître envers un esclave. Dans mon étourdissante fuite, j'ai entendu les sirènes de la justice. Les policiers arrivaient sur place. J'ai sauté d'un jardin à l'autre. Un chien a manqué de me croquer la jambe de peu, mais j'étais désespérément lancé vers l'avant. J'aurais franchi n'importe quelle muraille. C'est là la force des lâches. Et arrivé chez moi, j'ai croisé la gardienne. Elle m'a dit « Bonne nuit, monsieur Gossous ». J'ai ralenti un peu le pas, je lui ai rendu la politesse et me suis engagé dans l'escalier comme un enragé. Mes jambes devenaient lourdes. Cela faisait peut-être 10 ans que je n'avais pas eu cette sensation d'effort, du muscle qui tire et s'échauffe. Mes mains tremblaient et j'ai dû me prendre à 2 fois pour ouvrir cette foutue porte. Une fois chez moi, j'ai verrouillé l'entrée et je me suis délesté du sac. J'en pouvais plus. Puis j'ai commencé finalement à tout empaqueter. J'ai pris des disques durs avec les enregistrements audio et vidéo. Des milliers d'heures accumulées. Je ne pensais pas encore m'en séparer à ce stade. Il fallait me voir, avec mes 3 sacs, dont 2 des plus compromettants. Je ne sais même pas comment j'ai eu la présence d'esprit, ou l'idiotie de faire un sac de vêtements. Après quoi, je suis descendu dans le garage, j'ai tout mis dans le coffre, et j'ai roulé toute la nuit.
Au début, l'idée c'était de traverser le pays puis d'en sortir. C'est dans une station essence que j'ai découvert le communiqué de police. Jean-Charles Gossus, 45 ans, est actuellement recherché par les forces de l'ordre. Environ 1,75 m, cheveux bruns, la peau claire. Il porte une marque sur le haut du front. La marque dont il parlait, c'est un gars du collège qui me l'a faite pour l'avoir espionné pendant qu'il déféquait. Encore une grandiose rencontre que je pourrais mettre sur mon CV. J'apprenais aussi que Stefania était toujours dans le coma, des suites des coups qu'elle avait reçus. Valentino, lui, avait survécu à sa chute. Il était en soins intensifs. Ma gardienne a ensuite témoigné. Oui, je l'ai vu rentrer assez tard hier. Il était vêtu tout en noir, ce qui ne lui ressemble pas. Je n'arrive pas à croire qu'il ait fait une chose pareille. Et soudain, le journal télévisé a fait apparaître mon portrait, en gros. Un froid a parcouru tout mon corps, de la plante des pieds jusqu'à ma tête. J'ai commencé à vaciller et j'ai eu tout juste assez de force pour rejoindre ma voiture. Je suis reparti sur la route en me demandant sérieusement comment j'en étais arrivé là. Et naturellement, je n'avais pas payé l'essence. Ce n'est qu'en arrivant à la frontière que j'ai compris que les dés étaient jetés. Le barrage de police m'empêchait de sortir du pays. Il y avait une centaine de voitures en attente. Je suis sorti discrètement de la file et j'ai déguerpi avant d'être complètement bloqué par les voitures qui arrivaient derrière moi. Même s'il faisait nuit, c'était assez suspect, je l'avoue. Mais aucune patrouille ne m'a pris en chasse. 10 kilomètres plus loin, je suis sorti de l'autoroute. Je me suis arrêté ensuite à la lisière d'une forêt. J'ai enterré le matériel audiovisuel quelque part dans ce bois. J'espérais en secret le retrouver un jour. Il me fallait de faux papiers. Et même avec des faux papiers, je passerais difficilement la douane. Il me fallait un nouveau visage, une nouvelle identité, physique et administrative. C'est donc un homme désespéré qui s'est mis à chercher dans l'actualité la ville la plus dangereuse de tout l'État. Une idée saugrenue, mais pas insensée. Pensez-y. Si vous deviez vous faire de faux papiers, où iriez-vous? Sur le net? Allons, soyons sérieux. Il me fallait un contact, quelqu'un du milieu, un mafioso ou un brigand de haute voltige. Un mec que je paierais grassement pour me donner un nouveau passeport. Quant à la chirurgie, j'avais simplement abandonné l'idée, trop complexe. Non, j'allais juste me teindre les cheveux en blond, me faire 1 ou 2 piercings, des tatouages de vieux loups de mer et revoir ma garde-robe. C'était ça mon plan. Après 9 heures de route, j'ai rejoint la ville des Anges, là où je finirais sans doute mes jours. Je me suis garé dans un terrain vague, j'ai pris 2 liasses, une dans chaque poche, et j'ai refermé le coffre qui contenait le reste. J'étais comme dans un songe, une fugue vers l'avant. 2 pâtés de maison plus loin, il y avait une rue, et au milieu de cette rue, des sofas laissés là. Qu'il vente ou qu'il pleuve. Et puis, j'ai eu un flash en voyant le gang au loin. Ne fais pas ça. Et je pensais. Mes choix n'avaient fait qu'empirer ma situation. Me frotter à ces gars n'allait guère régler mon problème. Ils auraient pu me voler et m'abattre. Même me suivre jusqu'à ma voiture et découvrir le reste. Je suis revenu sur mes pas discrètement, puis j'ai repris la route. Me rendre était sans nul doute la meilleure des choses à faire. J'ai pensé à bien des issues, mais pas au suicide étrangement. Non. J'ai pensé à corrompre les douaniers en leur tendant quelques liasses. J'ai pensé à solliciter un gang pour avoir des papiers. J'ai pensé à refaire mon visage. Tout cela devait prendre fin. C'est là que j'ai eu le 2e flash qui m'a conduit jusqu'à vous, madame, monsieur. Si Valentino était sans doute à la recherche de son argent, mes jours étaient comptés. Mais peut-être pouvais-je servir d'appât pour le compte de la police. Peut-être qu'une bonne action permettrait de réduire ma peine. Me voilà de retour en ville donc, me voilà face à vous. Je confesse toute ma perversité et le cours déplorable compris les événements des dernières 72 heures. J'espère avoir un jugement juste. Je ne parlerai pas au nom de tous les voyeurs et pervers du monde. Je ne parle qu'en mon nom. Et ce que je puis dire, c'est que mon voyeurisme est une addiction. J'en suis conscient. Et comme toute drogue, le drogué est prisonnier de lui-même. Pourquoi vivre la vie des autres par procuration, si sa propre vie se suffit à elle-même?
J'ai pensé me rendre pour me confesser et purger la peine qui me libérerait de mon addiction. Mais si je me confesse aujourd'hui, c'est dans l'espoir qu'on cerne mieux la perversion qui peut conduire la vie d'un homme. Je ne demande pas qu'on me comprenne, simplement qu'on m'écoute. Je ne demande pas le pardon, mais j'ai un deal à proposer. Oui, je veux bien servir d'appât si l'on réduit un peu ma condamnation. Pensez-y, inspecteur. Tout le grand banditisme de l'Ouest me recherche. Je suis prêt à servir d'appât si ça peut aider le maire à nettoyer la ville de cette vermine. Cordialement, Jean-Charles Gossous. Le sergent Ed Morty regarda la signature en bas de page. Jean-Charles Gossous. Il posa lentement la dernière page manuscrite sur son bureau, puis resta quelques secondes les yeux rivés sur la page A4. Il releva la tête et croisa le regard de M. Gossous. Ce dernier lui inspira tout à la fois de la répulsion, de la colère, de l'amusement et de la pitié. Mais le sergent Ed Morty était expérimenté. Il en avait vu dans sa vie de policier. Des pervers, des assassins, des criminels en tout genre, de tous les sexes et de toutes les trempes. La consternation laissée par la première lecture se dissipa peu à peu. Il inspira, se leva, remit sa chemise dans son pantalon et déclara « Monsieur Gossous, reconnaissez-vous avoir écrit cette lettre ?»« Oui, » dit Gossous. « Vous reconnaissez tous les faits qui y sont avancés ?»« Oui, » dit Gossous. « Pour l'enregistrement vidéo, pourriez-vous confesser à voix haute ces chefs d'accusation ?» Monsieur Gossous regarda le petit papier s'avancer vers lui, et sur ce papier étaient écrits les chefs d'accusation. Monsieur Gossous hésita, chercha ses mots, puis il dit « Je plaide coupable à tous les chefs d'accusation. Voyeurisme, violation de domicile, vol et tentative d'assassinat. » Il y eut un silence pesant, comme si la sentence elle-même venait de tomber. Le policier se leva de sa chaise et dit « Monsieur Gossous, je vais vous demander de mettre les mains derrière le dos. » Monsieur Gossous se leva docilement et obéit. Il sentit les menottes se resserrer sur ses poignets. Il releva la tête légèrement et observa la caméra de surveillance qui venait d'enregistrer sa confession. Un officier le conduisit dans les longs couloirs du commissariat, terminés par une série de cellules. Le sergent Ed Morty referma sa porte, mit un petit peu d'ordre dans ses papiers. Puis il eut un sourire narquois en regardant le sac aux 5 millions. Il prit alors son téléphone et composa un numéro familier. Il attendit qu'on décroche, tout en remettant la chemise que sa panse généreuse ressortait systématiquement de son pantalon. Un homme à la voix fébrile décrocha. « Valentino, ici Ed Morty. Tu vas pas me croire. » Et 2 heures plus tard, un homme d'aspect inquiétant entra dans le commissariat. Le sergent Ed Morty pressa le pas pour l'accueillir. L'inconnu paraissait incapable de sourire ou d'exprimer quoi que ce soit. De toute évidence, l'un des hommes envoyés par Valentino. Il suivit le chef jusqu'à son bureau. « Voilà le sac, » dit Ed Morty. « Prends-le, on s'occupe du reste. » Le colosse n'adressa même pas un regard à Ed Morty. Il prit le sac en silence et sortit d'un pas lent et pesant. Il passa devant les cellules qui servaient à la garde à vue et s'arrêta devant l'une d'elles. Assis dans un coin au fond, Gossous. Il fixait l'inconnu sans sourciller. L'homme de main de Valentino se retourna et vit qu'Ed Morty s'avançait vers lui. Le policier mit une main sur l'épaule du malfrat et ce dernier renonça à rendre justice lui-même dans les couloirs du commissariat. Il allait repartir quand Gossous se mit à ricaner. C'était en partie nerveux et en partie voulu. Le mafioso et Ed Morty le regardèrent un instant, puis Ed Morty s'empressa d'inviter l'autre à sortir. C'est alors que Gossous, désemparé de voir la collusion qui régnait entre la police et Valentino, déclara avec aplomb « Vous devriez compter les billets. » Sur les 5 millions volés à Valentino, seuls 3 étaient bel et bien dans le sac. Gossous avait caché le reste quelque part, et c'est là ce qui le sauva d'un jugement expéditif et d'une mort déplorable sous la douche de la prison d'État. On l'envoya certes en prison, on essaya même de le faire parler. Mais Gossous démontra une étrange et surprenante endurance à la torture.
Il ne révéla rien de sa cachette, et Valentino se retrouva devant un dilemme. Tuer Gossus était tentant, mais c'était renoncer à 2 millions et s'avouer vaincu. Mais ne pas le tuer, c'était laisser vivre l'homme qu'il avait volé et qui avait tenté de le tuer. Valentino donna l'ordre de poursuivre les tortures au sein même de la prison, sans toutefois tuer Gossus. Et voyant que le pervers avait une résistance particulière face au mauvais traitement, Valentino se rendit lui-même au chevet de Gossus. Ce dernier était alité à l'infirmerie. Il ne voyait que d'un œil, l'autre étant caché derrière une bosse gorgée de sang. Il avait tous les doigts de la main gauche cassés. Son cou portait encore la marque de la corde qu'on avait utilisée pour l'asphyxier un peu. Mais au fond de lui, il jouissait d'une nouvelle perversité. Voir Valentino se déplacer jusqu'à lui, en personne, était comme une consécration. « Qu'est-ce qu'on va faire de toi ?» dit Valentino à Gossus. Gossus se mit à grand-peine sur son séant. L'infirmier voulut l'aider, mais l'un des hommes de main lui barrait la route. Gossus n'émit aucun râle de douleur. Il regardait Valentino de son œil ensanglanté. Il dit « J'ai une proposition à te faire. » Valentino eut un sourire en coin. Il voyait déjà venir le coup. « Une proposition que tu devrais considérer sérieusement, » ajouta Gossus. « Pense-y. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui endurent la torture comme je l'ai fait. » Il désigna les 2 types qui attendaient derrière Valentino et poursuivit. « Même tes brutes auraient fini par cracher. Pense-y, un homme qui ne dit rien vaut 100 hommes de main. Qui plus est, un homme capable d'espionner n'importe qui et n'importe où. J'ai passé ma vie à enfreindre la loi d'une manière plus sournoise et plus perverse que vous autres. » En cet instant, interrompit Valentino, « Je sais pas ce qui me retient de te mettre dans un baril d'acide, après m'être occupé de ta famille. » Gossus écouta respectueusement, puis dit, « Je n'ai pas de famille, et personne pour me faire chanter. Je ne désire rien de ce qui motive un homme ordinaire. En me tuant, tu ne perds pas seulement 2 millions, tu te prives de mes services. Mets-moi à l'épreuve sur 1 ou 2 coups, quelque chose où tes gars échouent généralement, et si après ça tu n'es pas convaincu, eh bien, je te remettrai les 2 millions, et tu pourras me mettre une balle dans le crâne. » Valentino était en proie à tant d'émotions à la fois qu'il avait du mal à tenir en place. Il souriait, marchait vers ses hommes, tâtait l'arme qu'il portait sous son manteau, tentait de peser le pour et le contre. Puis il en vint à se dire qu'il sera toujours temps d'enterrer Gossus vivant ou de le plonger dans un baril d'acide. Il fit un signe de tête à ses hommes et les 2 brutes aidèrent Gossus à s'habiller. Depuis cet instant, Jean-Charles Gossus fut condamné à travailler pour Gianmarco Valentino. Il finit par être abattu à l'âge de 64 ans, le jour où ses services ne furent plus assez bons. Le jeune Long est un voleur. Il n'a pas 20 ans, mais son visage présente des rides profondes au front et au coin de l'œil. Il est robuste, tenace, et ne garde que du jeune homme que ce côté espiègle qu'on lui a toujours connu. Le voilà sur la route aride. Il n'y a nulle forêt aux alentours, pas même un bois où se cacher. Cela fait 2 jours qu'il court à petite foulée, un sac sur le dos. Au loin, un nuage de poussière menaçant. Ce sont les hommes en armes qui l'ont pris en chasse. Cette fois-ci, il a volé un sac de riz à un commerçant réputé de la ville. Jusque-là, il ne s'est jamais fait prendre, et c'est même la première fois qu'on lui court après pour un pauvre sac de riz. Le sac lui avait paru fort lourd, certes, mais il s'était dit que le riz avait été bien tassé, et qu'il devait être fort bon pour qu'on envoie 5 soldats à ses trousses. Il redouble d'efforts à la vue de la colline. Il prend son élan et monte la pente d'une traite. Sa bouche est pleine de bave et ses naseaux expulsent l'air avec force. Tout en haut de la colline se trouve un arbre millénaire. Et au pied de l'arbre,
Un homme est assis en tailleur. L'ongle voleur s'arrête un instant, tente de retenir sa respiration pour ne pas troubler la méditation du vieillard, puis reprend sa course folle. Il descend la pente à toute allure, revigoré à la simple vue de la vallée verdoyante et des villages construits çà et là. Il allait pouvoir enfin se cacher et dormir un peu. 1 heure plus tard, les hommes en armes arrivent sur le haut de la colline. Aucun n'ose interroger le sage assis en tailleur. Ils passent devant lui aussi discrètement que possible. Et arrivé au bas de la colline, l'un des soldats interroge son capitaine. « Que fait-on maintenant » Le capitaine regarde à l'horizon. Il y a une dizaine de villages. Il soupire et dit « Mes amis, nous allons inspecter chaque recoin de chaque village. Si l'un des villageois s'oppose à l'inspection, arrêtez-le. Quant aux autres, proposez-leur un peu d'or. » L'ongle voleur n'était pas allé bien loin. À bout de force, il s'était écroulé sur la paille d'une grange, le sac sous le bras. Mais bientôt il se réveille et tend l'oreille. « Un voleur est dans les parages !» peut-il entendre à travers le bois de la grange. « 10 écus si tu me dis où se cache ce rat. » L'ongle retient son souffle. Il en trouve lentement le sac de riz qu'il a volé, et le sac est rempli d'or. De grosses pièces baignent entre les grains de riz. Il comprend pourquoi ils l'ont pris en chasse. Puis il se dit qu'il va s'en sortir, comme il l'a toujours fait. Sauf que cette fois, il aurait suffisamment d'or pour acheter un coin de campagne et arrêter de courir les routes. De l'autre côté du mur en bois, le villageois est en proie à un dilemme. Il connaît l'ongle depuis son plus jeune âge. À vrai dire, tout le monde le connaît. C'est un voleur, certes, mais ce n'est qu'un enfant. Le soldat sort alors ses menottes en fer rouillé et ajoute « Fais ton choix, campagnard, ou tu pourrais plus revoir ta femme et tes enfants. À moins que ce ne soit ta basse-cour et tes cochons que tu chéris plus que tout au monde. » L'autre soldat laisse échapper un rire graveleux. Les villageois baissent leur regard. C'est évident qu'il sait où se cache le jeune Long. Le soldat le voit bien. Le villageois relève enfin la tête, puis il tend le bras vers le mur de la grange. Le soldat regarde vers la grange, puis sourit au villageois. Il lui tape sur l'épaule et remet 10 écus au mouchard. Le soldat dit à son binôme « Va chercher le capitaine et les autres. » Quelques minutes plus tard, les 5 soldats ouvrent les grandes portes de la grange. « Sors de là !» s'écrie le capitaine. Mais naturellement, Long reste caché derrière la paille et bien au fond de la grange. Derrière les soldats, le villageois aux 10 écus attend le regard inquiet. Dans son intérieur, il est confus. Il espère qu'il n'arrivera rien de grave à Long, mais il ne regrette pas tout à fait son geste. Avec 10 écus d'or, fini les poules et le labeur à l'aube. Il enverrait même ses enfants à l'école avec tout cet argent. « Comme tu veux !» dit soudain le capitaine. « Restez là, ordonne-t-il à ses hommes, je reviens. »« Villageois, dit-il encore, va donc nous chercher l'une de tes poules. » Le villageois s'exécute et le capitaine s'en va en direction du temple. Le temple n'a pas fière allure, mais les habitants ont recouvert ses murs de motifs colorés. Le capitaine y entre d'un pas décidé, sans prêter attention au moine qui le somme d'ôter ses bottes pleines de boue. L'homme en armes va vers l'âtre et y allume une torche. Après quoi il ressort et tous les habitants cessent un instant leur occupation pour comprendre ce qu'il se passe. Le capitaine arrive devant la grange et jette sans plus de cérémonie la torche à l'intérieur. En un instant, le feu consume la paille et gagne les parois en bois. Le villageois revient en courant une poule dans les bras. « Ma grange ! Qu'avez-vous fait, ma grange ?»« Tais-toi !» dit le capitaine. « Tu pourras reconstruire 10 granges avec tes écus. Et maintenant, donne-moi cette poule. C'est l'heure de manger. » Et sur ces mots, le capitaine décapite la poule avant de l'embrocher à sa lance. Ses soldats ont déjà dressé une table et des chaises avec des tonneaux trouvés çà et là. Et une femme leur sert de l'alcool de riz.
Le capitaine donne la lance au villageois et dit « Fais donc cuire ce poulet ». Le villageois obéit. Il sue, il pleure et tousse tout à la fois. Soudain, Long surgit des flammes et vient s'étaler dans la boue de tout son long. Il a toujours le sac avec lui. « Ha ha !» s'exclame le capitaine. « On dirait bien que notre voleur revient des enfers !» Le soldat se lève et s'apprête à saisir le sac, mais Long bondit comme un diable et donne un coup de poing violent au soldat, avant de prendre la fuite. Malheureusement pour lui, vous vous en doutez, il ne va pas bien loin. L'un des villageois lui fait un croche-patte et les soldats s'en saisissent. « Merci, brave forgeron », dit le capitaine au villageois. « Tiens, voilà 10 écus pour ton aide. » Le forgeron les prend sans hésiter et jette le petit sac de pièces à sa femme. « Je vous en prie !» dit alors le forgeron sur un ton qui ne lui ressemble pas. « Ce voleur m'a déjà volé par le passé. Il était temps que quelqu'un l'arrête. » C'est ainsi que Long se retrouve sur la grande place, une corde autour du cou. Il va être pendu pour l'exemple. Le capitaine s'apprête à faire basculer le tabouret sous ses pieds, quand quelqu'un s'écrie « Cessez cette folie !» C'est le sage qui arrive au loin. Il a quitté son arbre pour l'occasion. Il est respecté. On sait que beaucoup de princes l'estiment et qu'ils seraient même bons amis avec la plupart. Aussi sa parole a un poids. Aller contre le sage, c'est se mettre un prince à dos, à tous les coups. « Mais grand sage, dit le capitaine, cet homme mérite la potence. Regardez ce qu'il a volé à notre maître. » Le capitaine montre l'or du sac de riz. « Long pensait avoir volé un sac de riz, dit alors le sage. Voilà tout. Cela ne mérite pas la mort, n'est-ce pas? Relâchez-le, séance tenante. » Les hommes en armes se regardent, fort embêtés. Si le sage s'oppose à la sentence, il ne reste pas grand-chose à faire. Un mot de lui au prince, et ces 5 hommes finissent aux oubliettes. D'autant que le sage ajoute « Dis-moi, soldat, quel genre de maître sers-tu » ? « Un riche commerçant de la ville, grand sage. »« Ce n'est pas ma question, soldat. Quel genre de maître sers-tu » ? Le soldat reste de marbre. « Je vais te le dire, dit le sage. Tu sers un homme de peu. » Long a le sourire aux lèvres. Il sait que son heure n'a pas sonné. Les soldats, quant à eux, sont outrés par les propos du sage, mais ils n'osent rien rétorquer. « Votre maître cache de l'or dans des sacs de riz, dit le sage à l'endroit des autres soldats. Votre maître est malhonnête. » La honte s'empare des soldats. Une honte profonde. Le forgeron et le villageois au poulet embroché ont honte eux aussi. Ils baissent tous la tête, sauf le capitaine, qui défie le sage du regard par orgueil, parce qu'il est le capitaine. « Détachez donc ce pauvre malfrat, dit le sage, et allez dire à votre maître que l'or bien gagné s'expose au grand jour, et qu'il se déclare aux impôts princiers. » Les soldats détachent Long et repartent avec le sac de riz, le sac aux pièces d'or. Quant aux forgerons et aux villageois, ils vont timidement voir le sage. Ils s'inclinent légèrement, puis lui tendent les écus bien mal gagnés. Le sage les prend sans rien dire et va les jeter dans le feu de la grange. Tous reprennent leur labeur, sauf Long. Long, qui, tout sourire, ose même taper sur l'épaule du sage en guise de remerciement. Le sage lui adresse un regard inquisiteur et dit « Qu'est devenu le Long expiègle qui voulait parcourir le monde ?» Long ne répond rien. Le sage s'éloigne. Soudain, Long trouve quoi répondre et s'écrie « Je parcours les routes, grand sage, comme je l'ai toujours voulu. » Le sage s'arrête, se retourne légèrement, puis se met à rire. Il s'éloigne en riant, laissant Long sur la grande place. 2 mois plus tard, le sage voulait s'entretenir avec le prince. Il espérait être de bons conseils pour rétablir la paix dans la région et forger un empire solide. Le prince l'estimait certes, mais cette estime n'était pas encore assez grande pour qu'il renonce à la guerre, comme le sage le lui avait demandé. Le sage se présente à l'entrée de la ville
Il y croise le capitaine qui s'incline légèrement en guise de respect. Mais le sage perçoit de la malice dans le sourire du capitaine. Il pressent que quelque chose ne va pas. Il poursuit son chemin, passe devant les étals de marchandises. La ville est en effervescence et le ciel est dégagé. Pourtant, une tragédie venait juste de se produire, juste là, sur la place centrale, devant les appartements princiers. Au détour d'une échoppe, le sage découvre Long. Le jeune homme a été pendu aux yeux de tous, cette fois pour avoir volé les bijoux d'une courtisane. Une femme pleure au pied de la potence. Le sage ne peut contenir ses larmes. Il n'avait jamais été démonstratif envers Long, mais il avait toujours eu pour lui les sentiments les plus tendres. À vrai dire, le sage n'avait pas toujours été l'homme respectable qu'il était. Il avait été tout aussi espiègle et fou que le jeune Long. Il repensait à son enfance en cet instant, et à la fois où il avait séché les cours. Sa mère, fort contrariée, avait alors déchiré la belle étoffe qu'elle s'était éreintée à broder des jours durant. Le garçon qu'il était avait alors demandé « Mère, pourquoi déchires-tu un si bel ouvrage ?» Ce sur quoi la mère avait répondu « Tu sais maintenant ce que je ressens, à voir mon fils sécher les cours. » Dès lors, le jeune avait été un étudiant assidu et il était devenu le grand sage que tout le monde respectait. Il avait espéré la même trajectoire pour Long. Le sage sèche ses larmes d'un revers de manche, puis s'approche de la mère en deuil. Il hésite, puis déclare ces mots terribles. « Ne pleure plus, vieille femme. Ce n'est pas le ciel qui a tranché prématurément le fil de la vie de ton fils. C'est ton fils qui, par ses égarements, s'est attiré lui-même la mort au milieu de sa vie. » La pauvre mère cesse de pleurer. Elle sait combien le sage a raison. Elle le regarde s'éloigner en direction du palais princier et le maudit en silence, avant de se maudire elle-même. Je devais retrouver Sergio à Muñoveros, un petit village près de Ségovie où nous avions l'habitude de passer l'été. Le village devient l'espace d'un été le centre de l'univers et en même temps le point le plus éloigné du monde. Les champs de tournesol, la campagne à perte de vue, les vieilles maisons qui s'effondrent, les parties de foot sur un terrain abandonné et les escapades dans les gorges du Duratón. La gentillesse et l'authenticité des habitants. Voilà ce que c'était Muñoveros pour nous. À Muñoveros, les smartphones sont mis au placard et vous vous recentrez sur l'essentiel. Voilà pourquoi on y allait chaque été. Je savais que Sergio voulait visiter d'autres villages avant de retrouvailles, dont Urueña, l'un des 2 villages du livre qui existent en Espagne. Mais Sergio n'arriva pas comme prévu, et cela faisait plusieurs jours que je tombais sur son répondeur. J'allais appeler sa famille, mais pour leur épargner toute inquiétude inutile, je décidai de ne rien dire. J'appelais tous les hôtels et maisons d'hôtes d'Urueña. Personne n'avait rien réservé au nom de Sergio de León. J'aurais sûrement renoncé à m'y rendre moi-même si mes interlocuteurs n'avaient pas été si étranges. À leur voix, je pouvais entendre qu'ils cachaient quelque chose. Je mis quelques affaires dans un sac et je partis sans plus attendre. Je fis la route en voiture. De Muñoveros à Urueña, il y a un peu moins de 2 heures de route. Vous passez par des paysages magnifiques, un peu inquiétants parfois. C'est la Castilla et Léon, avec ses légendes et ses faits d'armes, l'Espagne profonde, la vraie. Sur place, je louai une petite chambre à l'auberge et interrogeai l'homme à la réception. Je m'apprêtais à lui montrer une photo de Sergio, mais mon portable n'avait plus de batterie, comme d'habitude. L'aubergiste n'était pas très loquace. Il hochait la tête s'il pouvait éviter de parler. Pourtant, ce qu'il me révéla me laissa de marbre. « Je cherche un ami, lui dis-je, un type pas très grand, brun, presque chauve avec les yeux très bleus. Il y a beaucoup de touristes qui viennent par ici. Pas le souvenir d'un type comme ça, me dit-il. Et vous n'avez pas entendu parler de quelque chose d'anormal ces jours-ci ?» L'homme fronça les sourcils et rentra légèrement son double menton. J'avais le pressentiment qu'une tragédie avait eu lieu. « C'est, finit-il par dire, un homme s'est suicidé dans la librairie del Gaetano. » Je restai quelques secondes sans rien dire. Mon cœur s'emballait à l'idée que le suicidé ne soit Sergio. « Je n'ai pas vu le corps, ajouta l'homme. Ils avaient mis un drap par-dessus. Ils l'ont emmené il y a 2 jours, ou 3 peut-être. » « Où se trouve la librairie ?» demandai-je. «
Au bout de la grande rue, 2 ou 3 librairies avant la sortie du village. J'écoutais ces indications tout en sortant de l'auberge. J'avais chaud et la tête qui tournait. Je marchais à la va-vite en jetant des coups d'œil au nom des librairies. J'atteins finalement la librairie d'El Gaetano. L'écriteau était noir avec des lettres jaunes. Les vitres étaient sales et une odeur de renfermé s'échappait parfois de la porte entr'ouverte. J'entrais sans rien dire, le passage était étroit. De part et d'autre, des livres formaient des piles qui atteignaient presque le plafond. Je vis une silhouette dans le fond. « Hola !» dis-je. « Hay alguien ?»« Passez, passez !» me dit une voix fort sympathique en comparaison à l'aubergiste. Je me présentai et expliquai ma venue. « Je cherche un ami qui, m'a-t-on dit, est passé par votre boutique il y a de ça 1 ou 2 jours, et il s'appelle Sergio de León. » En entendant le nom de Sergio de León, son sourire s'effaça et son teint devint blême. M'invita à le suivre au fond de la boutique. Un petit escalier en colimaçon montait à l'étage et débouchait sur une petite salle isolée et obscure. Le plafond était percé par une fente étroite qui laissait passer un peu de lumière. « C'est là qu'on l'a trouvé, sans vie, me dit-il. »« Sans vie, dis-je. Que dites-vous? Que s'est-il passé ici ?» Le gérant m'expliqua qu'il s'occupait de la boutique en l'absence de son confrère. Il avait lui-même une boutique de l'autre côté de la rue. Il était dans son magasin quand il a vu un homme entrer. Il faisait bientôt nuit, il aurait voulu traverser la rue pour accueillir l'étranger, mais un client le retenait au comptoir. Tout en s'occupant de sa clientèle, il jetait des coups d'œil inquiets par la fenêtre. L'étranger était toujours à l'intérieur. Il m'expliqua qu'il finit par se libérer et qu'il trouva Sergio à l'étage, là où nous nous trouvions, attablé devant un grand livre aux pages blanches et immaculées. L'homme parlait vite et entrecoupait ses phrases de grandes inspirations. Il était sans doute sous le choc. J'avais du mal à croire à son histoire et je m'impatientais. Sergio devait m'attendre quelque part, rien de grave n'avait dû arriver. Le gérant ajouta qu'il avait échangé quelques mots avec Sergio, puis qu'il l'avait laissé consulter l'ouvrage. Il était reparti dans sa boutique pour faire la caisse. Il pensait que Sergio n'en aurait que pour quelques minutes et qu'il finirait par s'en aller sans rien acheter. La boutique de son confrère était spécialisée dans les livres anciens et le client venait simplement consulter ses ouvrages la plupart du temps. Mais au bout d'une demi-heure, à compter ses pièces, l'homme n'avait toujours pas vu sortir Sergio. Il était resté quelques minutes derrière son comptoir puis avait décidé d'aller le voir à nouveau. La lune était haute dans le ciel, elle était pleine et blanche et aucun nuage ne maculait le firmament. « Je suis donc retourné à l'intérieur, » dit le gérant. J'ai appelé à l'étage et n'ayant aucune réponse, je suis monté. C'est là que j'ai trouvé votre ami. Il était mort, le buste et la tête sur le livre. J'ai paniqué et je suis parti, appeler la police et l'ambulance. Le gérant baissa la tête et n'ajouta rien. Mais de quoi est-il mort, dis-je sans trop y croire. Qu'ont dit les infirmiers une fois sur place? Ils sont arrivés 1 heure après mon appel. Ils ont dit qu'ils étaient débordés. Finalement, ils ont constaté le décès et ils l'ont emmené à la morgue de Valladolid. Ni une ni deux, je quittai la boutique sans même remercier l'homme pour ses explications. Qu'est-ce que c'est que ces histoires, pensai-je en chemin. La route, bien sûr, me parut interminable jusqu'à Valladolid. Une fois sur place, je trouvai le médecin légiste. Il eut l'obligeance de me montrer le corps. C'était bien celui de Sergio de León, mon ami. Je dus m'asseoir pour ne pas tomber. Le médecin m'apporta un verre d'eau et m'expliqua qu'il avait fait un arrêt cardiaque. Il ajouta que c'était rare à son âge, mais que ce n'était pas impossible. Une analyse plus poussée devait démontrer qu'une déficience génétique en était à l'origine, selon lui. Mais Sergio avait toujours été en pleine forme. Il avait le cœur bien accroché, je n'en croyais rien. « Vous voulez passer un coup de fil ?» me dit alors le médecin. Je me contentai d'hocher la tête pour dire oui. J'appelai les parents de Sergio. Les parents viendraient bientôt récupérer le corps de leur fils. Le lendemain, j'étais de retour à Orgüeña. Puisque personne n'expliquait vraiment la mort, pour le moins étrange, de mon ami, je devais mener l'enquête seul. Le livre devait avoir quelque chose à voir dans cette histoire. La boutique était fermée. Je regardais à l'intérieur, tout était obscur et je ne voyais aucun mouvement dans la pénombre. Je me retournai et constatai que la librairie d'en face était fermée, elle aussi. J'interrogeai alors un homme qui avait installé un petit stand à même la rue. Il avait exposé des livres de poche dans des cagettes en bois. Pour 1 ou 2 euros, vous pouviez acquérir un chef-d'œuvre. Voyage au centre de la Terre, voyage au bout de la nuit. En parcourant les livres, je me rendis compte que les titres comportaient tous le mot voyage.
Pardonnez-moi, Seigneur, dis-je. Savez-vous où se trouve le gérant de cette boutique? Oh, il est parti hier soir en vacances et il ne se sentait pas très bien. Ça se comprend après l'incident du touriste. Vous parlez du jeune homme qu'on a retrouvé à l'étage de cette librairie, n'est-ce pas? Je désignai la boutique en question. Il acquiesça de la tête. Vous savez quand il reviendra? Pas avant 2 semaines. J'ai cru comprendre qu'il partait loin d'ici. Mais ce monsieur m'a pourtant dit qu'il gardait la librairie de son ami en son absence. Et voilà que vous me dites qu'il s'en va à son tour. Ça fait 20 ans qu'il a lui gardé sa librairie, dit le vieil homme. Que voulez-vous dire? Depuis la mort de l'ancien propriétaire, c'est lui qui gère la boutique. Et il est seul à s'occuper des 2 librairies. Je restai perplexe. L'homme m'avait donc menti, la librairie était à lui. Je rentrerai par effraction la nuit venue. Et de quoi est mort son ami, demandai-je. On n'a jamais su, dit-il. On l'a retrouvé les yeux grands ouverts, la tête contre un livre. Les pages du livre étaient blanches, demandai-je. Oui, dit le vieux, incompréhensible. Je voyais évidemment un lien entre cette mort survenue il y a 20 ans et le décès de mon ami. Même circonstances étranges, même mystères. Une dernière question, dis-je. Pourquoi vendez-vous exclusivement des livres sur le voyage? Le vieil homme se mit à rire, puis il prit un livre et me le tendit. Parce que la vie est un voyage, jeune homme. Même le plus casanier des hommes finit par partir. Vous vous référez à la mort, dis-je en prenant le livre. Appelez ça comme vous voudrez. Et sur ces mots, il reprit sa lecture. À l'ombre des maisons, il faisait frais. J'entendais le chant des grillons au loin. Une brise vint s'engouffrer dans la rue pavée. Sur la couverture du livre, je pouvais lire ceci. Le voyage astral, d'un certain Thomas de Candélogis. Je regardais le vieux, intrigué. Il parut tellement absorbé par sa lecture que je n'osais l'interrompre. Je m'en allais à l'auberge sans même lui dire au revoir. En attendant la nuit, je me plongeais dans la lecture du livre. Il était écrit dans un français d'époque et j'eus beaucoup de mal à suivre. Mais les illustrations parlaient d'elles-mêmes. Elles illustraient des méthodes variées pour faire sortir l'âme du corps. L'auteur citait des maîtres en la matière, principalement des Grecs anciens, des Chinois et des yogis indiens. Je lus avec beaucoup d'intérêt le livre long d'une centaine de pages et mon cœur s'emballa tout à fait à la fin, toute fin du livre. Après avoir insisté sur la complexité des méthodes et le danger d'un voyage prolongé dans l'au-delà, l'auteur évoqua une énième méthode beaucoup plus simple et par là même beaucoup plus dangereuse. La nuit était tombée et je ne pus me contenir davantage. La rue était déserte et éclairée par quelques lumières à l'intérieur des logis. La librairie n'avait pas de grille. J'introduisis un fil de fer dans la serrure et après quelques minutes de manipulation hasardeuse, le front en sueur et les joues pleines de sang, je me rendis compte que la porte n'était pas fermée à clé. J'entrai un peu incrédule et m'assurai qu'on ne m'ait pas vu. L'odeur des vieux livres empilés m'emplit d'une sensation difficile à décrire. Je sentais qu'ils me parlaient. Une énergie se dégageait des pages et m'enveloppait. Je restai un instant pétrifié, puis je me retournai et sursautai. Je crus voir passer un nuage de fumée dans l'embrasure de la porte du fond. J'avais peur. Et pourtant, j'avançai jusqu'à cette porte. L'escalier en colimaçon se trouvait sur ma droite. Je montai à l'étage et vis la silhouette qui flottait dans l'air. Je me cramponnai à la rambarde pour ne pas tomber sous le choc émotionnel. Mais mon regard se détacha de l'être de fumée et se posa sur le livre. Un rayon de lune traversait la fente du plafond et faisait apparaître des lettres bleues et fluorescentes sur les pages autrefois blanches. Le livre ne se lisait pas de jour, ni même à la lumière d'une lampe. Il se lisait à la faveur de la lune. J'avançai vers le livre. Il avait une attraction telle que j'en oubliais presque le fantôme qui se tenait à quelques mètres de moi. Je m'assis et lus la première phrase en haut à gauche. Les mots que je lisais disparaissaient au fur et à mesure de ma lecture. La langue du livre m'était inconnue et pourtant j'arrivais à le lire. Soudain, je sentis mon âme partir. Hemingway, après avoir été blessé par un éclat d'obus, avait dit avoir fait une projection astrale. Il avait comparé l'âme à un mouchoir qu'on retirerait de sa poche. Et c'est exactement ce que je ressentis. Et je ne crois pas pouvoir mieux décrire ce qui se passa ce soir-là. Je vis mon corps étendu sur le livre et sur ma droite l'âme de Sergio. Je ne reconnaissais pas ses traits, mais je sentais sa présence lumineuse et sereine. Je l'ai suivi à travers le plan astral,
mais mon voyage ne dura que quelques minutes. Je me réincarnais et me réveillais devant le grand livre blanc. Ce que j'ai vu dans l'au-delà a disparu de ma mémoire presque instantanément après ma réincarnation. Et tout ce dont je me souviens, je l'ai raconté dans cette histoire. Je crois désormais qu'il existe d'autres mondes et qu'il est possible de passer de l'un à l'autre à nos risques et périls. Dans la grande forêt noire de Fournay, il y a fort longtemps, un groupe d'hommes et de femmes creusait la terre avec acharnement. Ils venaient du village d'Eldémir, à plusieurs dizaines de kilomètres de là. Quelques torches éclairaient un grand caveau profond de plusieurs mètres. Ils avaient creusé sans discontinuer un jour durant, et quand le trou fut assez grand, une femme dit « Ça suffit, vite, enterrons la cloche et partons ». Le groupe fit avancer les 4 chevaux qui tiraient la grosse charrue. Sur cette charrue reposait une cloche massive, recouverte d'une bâche. À l'aide de leviers, ils la firent basculer dans l'immense fosse, et un bruit sourd retentit. Soudain, le groupe de villageois se figea. Ils se regardèrent les yeux grands ouverts, comme s'ils s'attendaient au pire. Un homme bougea ses mâchoires, comme pour déboucher ses oreilles. Il fronça les sourcils, puis se mit à grincer des dents. Les autres le regardaient avec une grande appréhension. Il émit de petits sons de douleur, puis voyant qu'il se calma et que rien d'autre ne se produisait, ils expirèrent tous un long soupir de soulagement. Ils reprirent les pelles et recouvrirent la cloche de terre. Ils tassèrent le tout, puis ajoutèrent plus de terre, des branches cassées et des feuilles mortes. Une fois la cloche ensevelie, une femme se mit à pleurer. Elle était triste pour les morts à déplorer, mais heureuse de voir la cloche diabolique qui avait causé tant de malheur, 6 ou 7 pieds sous terre. Les villageois, qu'on appelait les Eldémirois, s'éloignèrent, et avec eux les torches dans la nuit. La cloche avait un nom, Malus Facio. Ce nom était gravé en son intérieur en lettres elfiques. Pourtant, elle ne fut pas forgée par les elfes des grandes forêts méridionales, mais par les elfes noirs des catacombes, à des milliers de kilomètres de là, par-delà la cordillère d'Isgard, sur les terres de Terragoul. Aucun homme vivant ne pouvait détruire la cloche, pas même le mage Corbeau des Grandes Plaines. Il avait cependant fédéré, ce mage, un groupe d'hommes et de femmes pour l'enterrer quelque part dans la forêt incommensurable de Fournay. Les elfes noirs avaient gravé des scènes apocalyptiques à même la cloche. On y devinait des villages en feu, des exécutions. On voyait des hommes pousser d'autres hommes dans des précipices sans fond. On devinait aussi des femmes en furie, battant la campagne avec leurs couteaux de cuisine. On devinait la fin des hommes. Voilà tout. Les elfes ne s'étaient pas contentés de construire une cloche aux motifs terrifiants. Non, les motifs n'étaient rien comparés au son même de la cloche. Un son qui réveillait l'inconscient morbide des hommes et semait la destruction. Des sourds avaient tenté de décrocher la cloche de son clocher, et ils avaient échoué, car la cloche ne touchait pas que l'ouïe, mais l'âme elle-même. Elle semait le mal dans le cœur des hommes, sourds ou bien entendants, gueux ou rois, vieillards ou jeunes filles. Elle faisait ressortir les hantises et la rage qui sommeillaient en chacun. Seul le mage Corbeau avait pu conduire une expédition pour la décrocher du haut clocher et aller l'enterrer dans le plus grand des secrets. Il avait choisi parmi ses élèves les hommes et les femmes les plus purs. Il leur avait fait boire l'élixir de Rivdur, et c'est ainsi que, leurs âmes étant totalement protégées contre la tentation du mal, ils avaient pris d'assaut l'église du mont Haddock, décimé la garde elfique et décroché la cloche. Les elfes ne tarderont pas à envahir la vallée, dit le mage Corbeau devant l'assemblée des rescapés. Il nous faut partir. Mais grand mage, dit le jeune David, où irons-nous? Nous devons rester. Ce sont nos terres, nous devons venger nos frères. Un murmure parcourut l'assemblée réunie autour du feu. Ouais, bien dit. Il a raison, le petit. Nous devons lutter jusqu'au bout. Le mage Corbeau scrutait les villageois les yeux plissés. Il les laissa murmurer, puis frappa le sol de son bâton. Une onde de choc bleuté se propagea dans toutes les directions et souleva le lit de cendres et les quelques débris de ruines qui jonchaient le sol. Les villageois se turent, et le jeune David se rassit tout de go. « J'admire ton courage, dit le mage. Mais il est des forces contre lesquelles vous ne pouvez lutter. Vous n'êtes que des apprentis, avec 2 ou 3 tours dans votre sac. » Sur ces mots, les uns et les autres se sentirent vexés. « Nous partirons à l'aube pour le sud, dit à nouveau le grand mage.
Nous fédérerons les hommes que nous croiserons sur la route et nous rebâtirons un peuple fort, organisé, prêt à lutter. Alors seulement nous reviendrons dans la vallée. » Plus aucun villageois n'osait parler. Il baissait les yeux au sol, totalement résigné. Seul David regardait fixement le mage, avec un mélange d'admiration et de colère. Il avait perdu sa sœur et son père dans la tragédie d'Eldémir. Eldémir n'était qu'à 10 kilomètres du mont Hadok, et sur ce mont, les ancêtres des Eldémirois avaient érigé une église de style roman. Mais plus personne n'occupait les lieux depuis la mort du père d'Uro. Aussi les Eldémirois furent-ils surpris en entendant un son de cloche dans le lointain. Mais l'étonnement laissa soudain place à l'écœurement. Les villageois cessèrent soudain toute activité. On vit des femmes laisser tomber leurs paniers et se courber de douleur au sol. Les hommes, eux, prenaient leur tête entre leurs mains et cherchaient dans le ciel quelque secours du Seigneur. Le son de cloche se propageait par écho dans toute la vallée. Il couvrait tout juste les cris de douleur des habitants. Puis la cloche s'arrêta et sonna 3 derniers coups. Tong, tong, tong. Les femmes et les hommes s'immobilisèrent et ils crurent que le calvaire avait pris fin. Ils se regardèrent les uns les autres et chacun voyait en l'autre une menace soudain. Une femme prit la première le couteau du boucher qui avait son étal juste là et alla le planter dans la poitrine d'un enfant. Et l'enfant poignardé se lança sur elle pour lui dévorer le visage. Cette scène macabre ne fut que le début d'une tragédie sans pareille. Un homme accourut en direction d'une autre femme et essaya de lui dévorer le sein. Mais cette femme tenait déjà une poêle à la main. Elle lui donna un grand coup sur le crâne. Le crâne s'ouvrit. L'un de ses yeux était sorti de son orbite sous le choc. Mais l'homme ne mourut pas tout de suite. Il s'acharna à la dévêtir pour lui manger le sein. Puis ce fut l'anarchie la plus totale. Le marché aux fruits et légumes était d'ordinaire le lieu de tous les commérages. Les marchands de toute la vallée apportaient leurs meilleurs produits et les Eldémirois remplissaient leurs paniers de bons manger. Il y avait des sangliers de Fournais, des tomates grosses comme des citrouilles, des pâtés en croûte, des melons et de la bière, du saucisson et des laitues. Il faisait beau ce jour-là, et le marché était toujours un moment symbolique de la vie en communauté. Mais ce jour-là, les hommes devinrent fous. Les corps mutilés jonchaient le sol entre les fruits et les légumes. Les enfants tuaient leur mère et les mères tuaient leurs maris, et les maris tuaient les grands-parents. Les grands-parents tuaient leurs petits-fils et les petites filles tuaient leur père. Bientôt il ne resta personne, ce fut la même tragédie partout aux alentours, dans les villages et dans les châteaux des grands seigneurs censés les protéger. À des dizaines de kilomètres de là, le mage Corbeau avait senti le mal. Il l'avait vu déformer le visage de plusieurs élèves, tandis qu'il donnait un cours sur les crapauds venimeux d'Orine. Il avait dû leur lancer un puissant sortilège pour apaiser leur âme en ébullition, puis il avait réuni 8 apprentis sorciers pour conduire le commando. Une fois la cloche enterrée, ils étaient revenus à Eldémir et n'avaient trouvé que désolation. Seules 3 fillettes et 2 garçonnets avaient survécu. Ils s'étaient cachés dans une grange. Leurs âmes étaient encore trop pures pour qu'ils succombent au glas de la cloche. Le mage Corbeau les recueillit et tous marchèrent vers le sud. La cloche avait été forgée dans les grandes catacombes du sorcier noir. On le connaissait comme le seigneur de Terragoul. Et pour comprendre sa colère contre le monde des hommes, il faut connaître l'histoire de Barouk, l'aventurier. Barouk était le plus prometteur de tous les élèves du mage Corbeau. À l'âge de 6 ans, il faisait entrer les objets du foyer en lévitation, ce qui provoquait la colère de sa mère. À 10 ans, il parlait la langue des chevaux et des aigles. À 12 ans, il savait communiquer par l'esprit avec les autres mages de l'école. À 16 ans, il savait se télétransporter sur des distances de plusieurs kilomètres, aussi loin que portait sa vue. Et quand il eut 20 ans, qu'il reçut tous les éloges de l'école de la forêt de Fournais, y compris ceux du grand mage Corbeau, Barouk commença à s'aventurer bien au-delà des terres connues, enfreignant les lois ancestrales de la vallée, et par là même l'entente cordiale et tacite entre les hommes et les elfes noirs. Barouk voulait s'initier à la magie noire, celle des elfes par-delà la cordillère. Il voulait surpasser son maître, le mage Corbeau.
Pour ce faire, il vécut un temps parmi les elfes noirs. Il restait caché en périphérie de leur ville. Aucun humain ni aucun mage n'avait jamais pénétré ces lieux, du moins pas sans être découvert. Il réussit la prouesse de passer inaperçu, tantôt grâce à ses dons de camouflage, tantôt grâce à la cape d'invisibilité qu'il vola au grand forgeron de Fournay. Et ce franc succès le conforta un peu plus dans sa quête, et il se croyait plus fort et plus malin. Puis il entendit parler d'une cloche qu'on forgeait dans les basses mines de Terragoul. Il entendit aussi dire qu'il existait un élixir pour se libérer du maléfice contenu dans le son de cloche. À cette époque, la cloche n'était pas dirigée contre les hommes. Le sorcier noir l'avait faite fabriquer pour envahir la terre lointaine des Acailles, des êtres reptiliens, ennemis historiques des elfes noirs. Mais le destin de la cloche fut tout autre. Un soir, Barouk l'aventurier en quête de magie noire se téléporta dans l'enceinte secrète où l'on gardait la cloche et l'élixir qui servait à se défaire de son maléfice. Barouk était resté subjugué par les rayons lumineux de l'élixir. Et ces quelques instants d'imprudence eurent de terribles conséquences. Car des gardes repérèrent le voleur. Barouk se saisit de l'élixir et se téléporta en dehors du coffre-fort géant. Mais les gardes avaient déjà soufflé dans le corps de Terragoul. Un son grave se propagea dans toutes les galeries et parvint même dans la haute tour où logeait le sorcier noir et sa compagne, Dama Elphika, reine de tous les elfes noirs et garante du trône. Elle portait en elle un enfant, voué à être roi un jour. Toutes les portes furent closes et les cités des catacombes alertées de la présence de Barouk. Ce dernier se cacha un temps et chercha dans l'ombre une sortie. Mais il dut se rendre à l'évidence, toutes les issues étaient condamnées. Il n'eut d'autre recours que de prendre un otage, et quel meilleur otage que la reine en personne. Il était devant la porte, l'élixir dans sa poche, pointant son épée sous la jugulaire de la reine. Le sorcier noir et ses gardes le regardaient avec un courroux à peine contenu. Barouk enfonça légèrement sa lame dans le cou de Dama Elphika, et un filet de sang noir coula le long de sa robe d'émeraude verte. Le sorcier noir de Terragoul n'eut d'autre choix que d'ouvrir la grande porte des catacombes. Barouk regarda rapidement loin, grava dans son esprit un point dans le paysage, puis se retourna vers ses assaillants. Il avait désormais une vision précise du paysage et de quoi se téléporter au loin. Mais au lieu de partir sans plus de complications, il planta sa dague dans le ventre de Dama Elphika et disparut. La reine fut sauvée, mais l'enfant fut perdu. La colère du sorcier noir grandit de jour en jour et les Acailles devinrent la dernière de ses préoccupations. Il irait rompre une trêve de 3000 ans avec les hommes. Il dirigerait sa cloche sur leur village, il envahirait leurs terres. Et l'élixir lui-même ne pourrait pas les sauver. Barouk revint un jour à l'école de Fournay. Il présenta fièrement l'élixir aux autres, mais il n'eut pas l'admiration qu'il attendait en retour. Le mage Corbeau le sermonna, puis le bannit de la communauté. À contre-cœur, il fit de son meilleur élève un contre-exemple. Le mage conserva l'élixir, qui servit à sauver quelques-uns de ses élèves, mais comme chacun sait, la plupart des hommes périrent sous le son de cloche. Les quelques survivants au drame d'Eldémir partirent vers les terres du sud. Là, le mage Corbeau tenta de fédérer les seigneurs. Personne ne le crut. On lui offrit simplement l'hospitalité et un lieu où installer son école. Et pendant ce temps, le sorcier noir marchait vers le sud. Il envoya des soldats dans toutes les directions, avec pour seul mot d'ordre de ramener Barouk vivant. Il se chargerait lui-même de l'exécuter à la manière des elfes noirs, c'est-à-dire à petit feu. Un feu vert qui brûlait et gelait à la fois. Un feu qui consumait pendant des années avant de vous achever totalement. Les armées elfiques ne tardèrent pas à prendre le dernier château. Ils firent quelques prisonniers pour cultiver les terres conquises et tuèrent tous les autres. Le mage Corbeau tenta de négocier une trêve, mais le sorcier lui lança un sortilège et le mage se transforma en glace. Il n'était pas mort, juste prisonnier dans la glace. Lui aussi passerait au feu vert éternel. Après tout, Barouk était son élève. Le maître devait payer aussi. 10 ans passèrent. Les hommes avaient le même statut que le bétail. Ils vivaient dans les étables, se réveillaient à l'aube, cultivaient les champs pour les elfes noirs, recevaient des coups de fouet, mangeaient à même le sol boueux et survivaient tout au plus quelques décennies.
La malnutrition et les mauvais traitements les avaient rendus dociles et toute rébellion était impossible. Barouk restait introuvable. Le sorcier fit exécuter le mage corbeau à la place. Cela faisait 10 ans qu'il brûlait à petit feu sur la grande place. Tous les hommes pouvaient le voir enchaîné et surveillé jours et nuits. Le mage était assez fort pour contenir sa douleur et n'émettre aucun cri, mais il ne l'était pas assez pour survivre au feu constant. Il mourrait chaque jour un peu plus. Jamais le sorcier noir n'abandonna ses recherches. Dama Elphika le supplia de cesser sa tyrannie sur les hommes, mais sa folie le poussait à poursuivre son infâme ouvrage. Il participait lui-même à la chasse à l'homme. Barouk restait introuvable, jusqu'au jour où il apparut en haut d'une colline, auréolée par des flammes. Le sorcier le vit, tandis qu'il s'amusait à dépecer un jeune enfant devant sa mère. Et l'espace de quelques secondes, le sorcier fut joyeux. Il souriait même. Combien de temps n'avait-il pas attendu ce moment? Puis la colère effaça le sourire en coin du sorcier. Il allait invoquer la foudre. Barouk ne chercha nullement à négocier une trêve, ni même la libération des esclaves. Pendant tout son exil, il avait médité son acte et ses conséquences. Il était allé dans la lointaine Oriensie, là où, disait-on, des yogistes savaient domestiquer le feu. Esclaves et elfes noirs s'écartèrent d'eux-mêmes. Du haut de la colline, Barouk fit naître une sphère de feu dans la paume de sa main. En contrebas, le sorcier noir proféra une incantation dans une langue fort obscure. Le ciel se couvrit de nuages noirs. Le tonnerre gronda, ses propres soldats reculaient. Les hommes se mirent à fuir, et seul le mage corbeau assistait impuissant à la scène depuis son bûcher. Barouk s'élança sur le sorcier noir, et de leur choc jaillit une onde qui se fit ressentir jusqu'en lointaine Oriensie. Bien des années plus tard, le séisme provoqué par le combat de Barouk l'aventurier et du sorcier noir avait tué toute vie terrestre sur des milles à la ronde. Seuls les arbres ancestraux de la forêt de Fournais avaient survécu. La terre avait tant bougé que les squelettes des cimetières étaient remontés à la surface et que des objets perdus et des trésors enfouis virent le jour. La cloche, bien que lourde, sortait en partie de terre. Depuis ce jour funeste, la nature s'était reconstituée. Des hommes venus d'Oriensie s'y étaient installés. Une petite famille de paysans vivait dans une masure à la lisière de cette forêt. Combien de fois leur mère leur avait interdit l'accès à la grande forêt de Fournais? Impossible à dire, mais Benjamin, le plus vieux des deux, entraîna son petit frère Nicolas sur un sentier. « Viens, que je te dis. Maman a dit de pas aller plus loin. »« Maman a dit, dit Benjamin en se moquant de lui. « Si tu fais tout ce que te dit maman, tu vivras jamais aucune aventure. » Le petit frère faisait la moue. Il aimait les aventures et les histoires de pirates. À la ferme, on faisait que travailler et s'ennuyer, c'était un peu chiant. « Bon alors, tu viens ?» Le petit Nicolas obéit, et les deux garçons s'amusèrent dans la forêt. Ils se perdirent naturellement, car le sentier disparaissait au bout de 2 kilomètres. Jadis, seul le mage corbeau et ses élèves pouvaient s'y balader sans se perdre. Et encore, les deux enfants furent fatigués de s'amuser et commencèrent à s'inquiéter. « Comment on va retrouver la maison maintenant ?» demandait Nicolas en chouinant. « Tais-toi !» répondit son frère. « On va chercher un endroit où dormir et voilà tout, et on rentrera au petit matin. Allez, viens !» Ils marchèrent encore un peu, espérant trouver une cabane, une grotte ou un arbre couché dont le tronc creux servirait d'abri, bref, quelque chose. Mais ils trouvèrent mieux. Une grosse cloche qui sortait à moitié de terre. « Regarde, Nicolas, une ruine !»« Waouh !» murmura le petit frère. « On a trouvé un palais. »« C'est pas un palais, idiot, c'est une cloche !» dit son grand frère. « Allez, viens, on dormira dedans ce soir. Tu vois qu'il faut pas s'inquiéter. Benjamin attire toujours la chance. Demain, on aura une super aventure à raconter à maman. » Les marais n'avaient jamais été source d'aucune intrigue, que dans les contes et le folklore local.
jusqu'à l'arrivée d'un homme vil, Frank Swampland. Petit, son apparence était inoffensive. Du moins tant que vous ne croisiez pas son regard. Si l'on dit parfois que les yeux sont une fenêtre sur l'âme, c'était particulièrement vrai pour Frank Swampland, le fugitif des marais. Le blanc de ses yeux était tout sauf blanc, un peu jaune, un peu rouge, et comme voilé depuis longtemps par le mal. Son évasion avait été pour le moins surprenante. Oh non, il ne s'était pas évadé grâce à la complicité de quelques compagnons de cellule, ni même grâce à la collaboration d'un ou deux gardes véreux. Non, il avait simplement été mis dans le fourgon pour être transféré à la prison fédérale de l'État. Le rapport interne avait justifié le transfert du prisonnier par ces mots. Frank Swampland est un danger pour les codétenus et le personnel de la prison. Un prisonnier est toujours à l'infirmerie, des suites des coups et des morsures qu'il a reçus au visage et au niveau de l'appareil génital. C'est donc un homme capable de mordre jusqu'à l'os un codétenu qui s'avançait dans la petite ville de Gilbert. Il boitait et saignait en maint endroit. Le fourgon qui était censé arriver vers 11h devant l'entrée de la prison fédérale de l'État était venu s'encastrer dans un arbre, tuant sur le coup les deux conducteurs. Tout ça à cause d'un lapin qui traversait la route. Il n'en fallut pas plus à Frank Swampland pour désarmer l'un des gardes qui l'accompagnait, tirer sur l'autre garde avant de prendre en joue le premier. « Je vous laisse. Allez-y, partez. Mais ne me tuez pas. J'ai 2 petites filles. » Ce à quoi Frank avait répondu « Les enfants sont des parasites. » Et le prisonnier tira 2 coups de feu, un pour chaque fillette. Le premier atteignit l'officier au bas-ventre, le deuxième entre les yeux. Dans la secousse de l'accident, Frank s'était fracturé la cheville et luxé l'épaule gauche. S'il avait réussi à se remettre l'épaule en place, il ne peut rien pour sa cheville. Il avait donc 2 priorités. La première, trouver des vêtements de rechange, et la deuxième, trouver un médecin. À Gilbert, une seule route, assez large pour laisser passer les convois de tracteurs et de camions. Fait notable dans cette ville, toutes les boutiques et les commerces étaient d'un côté de la route et toutes les maisons de l'autre. Des maisons aux planches de bois blanchâtres et délabrées. Les habitants étaient pauvres mais pas misérables. Au nord, ils pouvaient compter sur plusieurs hectares de champs d'avoine. Au sud, par contre, il n'y avait que les marais. Et la famille Lumière, des immigrés français qui n'avaient jamais vraiment trouvé leur place en ville. Frank Swampland alla jusqu'au seul magasin de vêtements de la petite ville de Gilbert. À cette heure-ci, le local était fermé, et le propriétaire, M. Howard, somnolait dans l'arrière-boutique. Le fugitif tira un coup de feu dans la serrure. La détonation se propagea par écho, réveillant les habitants de leur sieste, à commencer par le gérant du magasin. Ce dernier apparut dans l'embrasure de la porte, un fusil à la main. Il tira un premier coup de feu, mais la balle passa juste à côté de la tente de Frank, fila au dehors et vint mourir dans le mur de la maison d'en face. On entendit un homme crier. Frank tira à son tour. Il tira dans la jambe du gérant. L'homme tentait de contenir le sang d'une main tout en soutenant le fusil de l'autre, mais l'arme était trop lourde pour être soutenue d'une seule main. Frank laissa son revolver sur le comptoir et ôta son fusil. Son autre épaule lui faisait mal, mais ça ne l'empêcha pas de dire sur un ton léger : « Vous traitez bien mal votre clientèle, monsieur. Où puis-je trouver un médecin par ici ?» Entre 2 petits râles de douleur, l'homme lui dit d'aller trouver le docteur Motting, à la sortie de la ville. Frank fronça les sourcils, puis renifla bruyamment. « Montrez-moi la salle d'eau, » dit-il en pointant le fusil sur l'homme à terre. Monsieur Howard se mit à ramper dans le couloir, une traînée de sang derrière lui. « Vous rampez bien mal, » dit Frank amusé. Le meurtrier entra dans la salle d'eau et urina dans les WC. Monsieur Howard, toujours à terre, n'osait pas le quitter des yeux. Il craignait évidemment pour sa vie. « Un peu d'intimité, vieux sagouin, » dit Frank avant d'appuyer sur la gâchette. Mais la balle ne jaillit pas du canon. Frank réessaya, mais l'arme refusait de tirer.
comme si elle refusait d'abattre celui qui avait été son propriétaire 20 années durant. Avec un sang-froid des plus déconcertants, Frank tira la chasse d'eau, il ne prit pas la peine de remonter son pantalon, et éclata le crâne du pauvre homme à coups de crosse. Après quoi il se doucha tout en fredonnant une vieille chanson, une chanson à lui. Swanee s'en va en guerre contre la terre entière. De l'autre côté de la rue, un attroupement s'était formé. Chacun y alla de son commentaire. Une femme prit alors la parole. « Faut prévenir le shérif. Mikey, prends ton cheval, vas-y !» Un jeune homme d'à peine 20 ans, acnéique et frêle comme un roseau, se précipita dans la grange. Il monta sur sa jument et galopa sur la grande route, faisant résonner les sabots dans toutes les directions. « Ya !» criait-il, tout en donnant à l'animal quelques coups de cravache. Et dans sa course folle, il croisa le fourgon encastré et les cadavres des gardes. Il galopa de plus belle, puis prit une route secondaire qui partait vers l'ouest. Sur sa gauche, défilaient les marécages, avec leurs eaux stagnantes et leurs feux follets. 5 miles plus loin, se trouvait le bureau du shérif. « Hey !» se mit à hurler le jeune homme. « Hey, hey !» Mais le shérif avait déjà été prévenu par radio du sort tragique qu'avait connu le fourgon. Avec son assistant, il galopait en sens inverse. « Demi-tour, petit !» cria le shérif à l'endroit du jeune homme. L'on put voir 3 cavaliers galoper en direction de Gilbertown. Le cœur du jeune Mike cognait si fort qu'il en avait la tête tout étourdie. Il était incapable de crier « Ya !» désormais, ou de cravacher le cheval. Le shérif était un vieux monsieur. Il maniait l'arme assez bien et aimait se sentir observé quand il intervenait, surtout si l'assemblée était majoritairement composée de femmes. Pas nécessairement machiste, c'était un homme viril et plutôt droit. Tout le monde l'appelait Uncle Sheriff. Quant à l'assistant, il ne s'agissait ni plus ni moins que du fils d'Uncle Sheriff, Johnny. Pendant ce temps-là, dans la salle de bain de feu Howard, Frank se séchait. Il admirait maintenant ses plaies dans le miroir. Les plaies et les hématomes causés par l'accident, et avant lui par les fouilles organisées par les gardes. Frank avait toujours été un solitaire dans l'âme, mais même le plus solitaire des hommes éprouve le besoin de parler, de s'exprimer, de se confier. Il dit à son reflet « La rédemption est ouverte 24 heures sur 24, Swanee. Tu le sais. Tu peux encore revenir au village des hommes. » Mais son reflet ne le voyait pas du même œil. « Oh, après ce que tu viens de faire, c'est la potence assurée, Swanee. Et puis, ça demanderait trop d'efforts. À moins que le juge soit la réincarnation de Jésus sur terre, je vois mal comment on te pardonnerait. » Frank était embarrassé. Il n'aimait pas qu'on lui tienne tête, ne serait-ce que dans sa tête. « Si ça ne tenait qu'à moi, » dit Swanee, « j'irais me livrer au shérif, comme un homme, comme un vrai. » Puis, fier de ce qu'il rétorqua à son reflet, il alla dans l'arrière-boutique, choisit une chemisette, un pantalon, un caleçon et une paire de chaussures sans trop hésiter. Puis il disparut par la porte arrière. Uncle Sheriff et les autres arrivèrent très peu de temps après. Le shérif ôta son chapeau devant le corps étendu de M. Howard. Le docteur Motting revint au milieu de la nuit. Il était exténué de sa journée. Une hémorragie, 3 attelles à fixer et une pneumonie, c'était beaucoup pour un médecin de campagne. Aussi n'avait-il rien entendu des événements hors du commun de Gilbertown, et à vrai dire, il avait tout sauf envie d'autre chose que de son rocking chair. Sa femme lui adressa un sourire bienveillant et lui tendit un verre de limonade. Et il but d'une seule lampée et laissa échapper un de soulagement. Il déposa un baiser sur la joue de sa femme, il se laissa tomber sur la chaise à bascule, après quoi elle rentra ses affaires à l'intérieur et se mit au fourneau. Le docteur Motting se balançait le regard vide, perdu quelque part dans l'obscurité du jardin.
La lumière du porche éclairait à peine, mais suffisamment pour distinguer une silhouette qui s'avançait vers lui. Le docteur Motting fronça les sourcils, puis écarquilla les yeux en voyant un homme s'avancer, un fusil dans les mains. « Docteur, » dit Frank sans plus de cérémonie, « soyez gentil, il ne vous arrivera rien. » Le ton et l'aplomb de Frank Swabland, plus que l'arme en elle-même, avaient suffi à convaincre le médecin, sans parler du fait qu'il était harassé et que l'homme le fixait maintenant de son regard délavé et inquiétant. Le docteur se leva sans rien dire et ils entrèrent dans la maison. Sur sa gauche, sa femme, de dos. « C'est bientôt prêt, chérie. On va se régaler. » Sans rien dire, les deux hommes poursuivirent leur chemin jusqu'au bureau du fond. Frank referma la porte à clé derrière lui. « Je me suis remis l'épaule, docteur. Mais ça pique un peu, voyez. Et puis, j'ai cette cheville. Elle doit être cassée. » Le médecin l'invita à s'asseoir d'un geste calme. Le docteur Motting dégageait une certaine noblesse, ce qui n'était pas pour déplaire à Swamplands. Mais le médecin transpira davantage en constatant l'état du patient. Comment cet homme pouvait-il encore tenir debout avec cette cheville, sans parler de l'épaule, des contusions et des plaies? « Je vais devoir vous administrer de la morphine, » dit Motting. Vous pourriez être pris de nausées et peut-être un peu de somnolence. Frank le dévisageait à présent. Il se méfiait, mais le médecin était honnête et bien intentionné. Frank finit par acquiescer de la tête. Le docteur le piqua au bras, puis inspecta sa cheville. Elle était bleue et violette en certains endroits. Il anesthésia la zone, puis la remit en place. Frank manifesta à peine sa douleur. « Vous n'avez jamais pensé que le corps était une entité à part ?» demanda soudain Frank, tandis que le médecin lui appliquait une attelle robuste. Motting remit ses lunettes en place et dit « Je ne sais pas, mais je comprends votre question. Vous savez, docteur, je crois qu'en fait, le corps est une aberration pour l'homme. Je pense que nous ne sommes pas d'ici, que nous sommes coincés dans un corps. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que je n'ai aucun mal à tuer, maintenant que j'y pense. » Le docteur se figea. Il n'osait plus bouger. « Allons, docteur, soyez sans crainte, j'ai d'autres projets pour vous. »« Chérie, à table !» Le docteur Motting regardait Swamplands avec un mélange d'appréhension et de pitié. « Faites quelque chose pour mon épaule, et je vous laisse dîner avec votre épouse. » Le médecin n'y pensa pas 2 fois. Il lui donna quelques cachets antidouleurs pour plus tard, puis apposa un bandage pour soutenir l'épaule. Motting rouvrit la porte de son cabinet et s'avança dans le couloir. De grosses gouttes de sueur se formaient sur le haut de son crâne. Le fugitif allait-il l'abattre d'une balle dans le dos? Ferait-il du mal à sa femme sous ses yeux? Mais le docteur sentit que la menace s'était comme évaporée. Il se tourna lentement et vit le couloir désert. Un courant d'air s'engouffra par la fenêtre grande ouverte du cabinet. « Chérie, » dit sa femme en passant devant lui, « il fait un peu frais. Si ça ne te dérange pas, je ferme la fenêtre. » Le docteur vacilla légèrement sur ses jambes, puis s'évanouit dans le couloir. 2 jours plus tard, le fugitif était introuvable. Le docteur Motting avait depuis témoigné. C'était le dernier à l'avoir vu. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda Mike au shérif. « Toi, tu rentres auprès de ta mère. Tu en as déjà bien assez fait. » Mike obéit tout en râlant, ce qui amusa beaucoup le shérif et son fils. « Je crois qu'on a la relève, » dit Johnny à son père. « Un jour, tu prendras ma place, fiston, et t'auras besoin d'un acolyte. » Le fils eut un sentiment de fierté, mais aussi un peu de peine à l'idée de voir son père prendre sa retraite et mourir un jour. Autant de sentiments qui étaient inconnus à Frank Swamplands. Fierté, aucune. Peur de la mort, non plus. Encore moins pour celle d'un proche. Orphelin de père et de mère, Frank n'avait jamais eu pour quiconque la moindre affection, jusqu'à ce jour funeste du 23 avril. Le père Lumière vivait avec ses 2 filles, Marie, 22 ans, et Juliette, 19 ans.
Leur maison avait été bâtie sur une presqu'île des marais. Le père vivait de sa pension, versée par l'usine qui causa la mort de sa femme. Le père Lumière ne pouvait pas rester debout plus de 10 minutes. Son arthrite et ses rhumatismes l'en empêchaient. Et si les marécages n'amélioraient pas sa condition, il n'aurait quitté sa maison pour rien au monde. Il avait éduqué ses filles dans la méfiance à l'égard des gens de la ville. Mais ses filles s'étaient fait leur propre opinion. Il fallait bien faire le marché. Elles y allaient à tour de rôle, presque déguisées. Elles mettaient la vieille robe de leur mère, une sorte de relique de l'époque victorienne, et un couvre-chef. Mais les gens n'étaient pas dupes. Tout le monde savait que c'étaient les filles Lumière. Elles avaient donc droit à quelques insultes de temps à autre. Quand elles n'allaient pas faire les courses, Marie et Juliette prenaient la barque et partaient sillonner les marécages. Les marais s'étendaient à des miles à la ronde. « Un jour, on ira jusqu'à la mer », s'amusait à dire Juliette à sa grande sœur. Marie ne l'avait jamais dissuadée de rêver, car elle aspirait à la même vie, loin de la maisonnette et de Gilbert Town. Elles avaient lu bien des choses sur Richmond et les grandes villes de Virginie. Juliette rêvait de s'y trouver un bon parti. Marie, elle, avait de grands projets en tête. Monter sa fabrique textile et lancer sa propre ligne de vêtements. C'est dans cette famille qu'arriva Frank Swamplands. Le père Lumière était assis sur le banc du jardin, il buvait une bière tout en flânant. Il vit l'étranger s'avancer en boitant, un fusil à la main. « Vous auriez une bière pour moi ?» dit Frank. Les deux filles apparurent dans l'embrasure de la porte, et elles s'arrêtèrent sur le seuil en voyant l'arme. Frank les vit et resta de marbre lui aussi. Marie était bien faite et plutôt jolie, mais c'est Juliette qui perturba son esprit comme jamais auparavant. Le père Lumière avait peur pour ses filles, mais il vit comment l'homme s'était amadoué à la vue de la cadette. Marie avait baissé le regard, mais pas Juliette. « Marie, dit le père, va chercher une bière, tu veux ?» Marie obéit. Juliette s'avança alors vers son père et se tint devant lui, comme pour le protéger. « Que comptez-vous faire avec ce fusil ?» dit soudain Juliette, ce qui fit sursauter légèrement Frank. Son embarras était palpable. Il n'avait soudain pas envie d'exercer sur l'autre ses vils élans. Il regarda son fusil, puis le posa lentement contre le tronc qui se trouvait là. Marie tenait la bière entre ses mains. Elle tremblotait et n'osait avancer vers l'homme. L'homme non plus n'osait pas bouger. Il était comme apathique, comme s'il avait voulu faire bonne figure devant cette fille, sans toutefois savoir quoi dire ou quoi faire. Juliette alla vers sa sœur et se chargea elle-même d'apporter la bière. Elle tendit la bouteille à l'étranger. Il la prit, puis dit « Serait-ce trop demandé de dormir un peu ?» Juliette se tourna d'abord vers son père, qui était incapable de parler. Elle échangea un rapide regard avec sa sœur, puis elle prit elle-même la décision. « Vous pouvez rester. » Il se mit à sourire, un peu niaisement. « Mais je garde votre fusil, » ajouta-t-elle. Son sourire s'effaça, et Juliette vit comment son visage se refermait sur lui-même. Ses mâchoires se serrèrent et sa poitrine se gonfla sous l'effet de la colère et de la haine qui l'habitaient. Juliette eut peur, mais elle réussit à maintenir sa position. « Deal ?» dit-elle soudain en tendant la main. Déconcerté par cette réaction saugrenue, Frank laissa retomber son désagrément intérieur. Toute autre personne que Juliette aurait sûrement mal fini ce jour-là. Mais quelque chose le freinait. Tuer cette fille lui était tout bonnement impossible. Il regarda autour de lui, désemparé. Il hésitait à rebrousser chemin, à tuer peut-être le père, ou même l'autre sœur, à faire ce qu'il avait toujours su faire. Tout sauf dire oui à ce deal. Alors il prit le fusil et le pointa sur Juliette. « Non !» cria le père. « Je vous en prie !» Marie, elle, sanglotait déjà, impuissante. Le père Lumière s'était remis debout tant bien que mal. Frank se tourna brusquement et tira une balle dans son pied. Le pauvre homme hurla de douleur. Juliette, elle, restait stoïque.
Elle aurait pu se saisir de l'arme pendant ce bref instant, mais son instinct l'incitait à la patience. Frank posa le canon du fusil sur son ventre. « Dégaine, Swanee, pensait-il. Cette fille, ouais, tu vois bien, elle veut t'humilier. Débarrasse-toi d'elle, et tu pourras en faire ce que tu veux. » Le voilà qui remuait ses lèvres, et ses sourcils se fronçaient et se relevaient en un geste incessant. Son regard se perdait dans son esprit, revenait sur Juliette, se perdait un peu dans les marécages, regardait le père à terre et la fille pétrifiée non loin. Et soudain, il ôta la dernière munition du fusil et la jeta dans l'eau. L'air sortait avec force de ses naseaux, mais la tension retomba. Puis il dit « Je garde le fusil » avant d'entrer dans la maison et de s'allonger sur l'un des lits. Il s'endormit dans les minutes qui suivirent, le fusil entre les bras, tandis que les filles s'occupaient de leur père. « Vas-y, » dit Juliette à sa sœur, « va prévenir le shérif et chercher un médecin. » Par la grande route de Gilbertown, on vit une cavalière galoper à toute allure. « Shérif !» dit l'un des habitants. « La fille Lumière !» Elle freina si fort et si net que son cheval dérapa et manqua de se renverser. « Le fugitif, il est chez nous !» Elle leur donna plus de détails, et ni une ni deux, le shérif monta en selle suivi par d'autres hommes en armes, ainsi que le médecin. Sur son cheval, le médecin Motting maudissait en silence le jour où sa mère lui avait ordonné de faire médecine. Le cortège n'était pas précisément discret, et Frank ne se réveilla pas pour autant de son sommeil de plomb. Le shérif fit descendre tout le monde de selle à une centaine de mètres de la maison des Lumières. Les hommes avancèrent en ligne. Le médecin, non armé, portait sa grosse mallette entre les bras. Il regardait tout autour avec appréhension et s'attendait à voir surgir celui qu'il avait espéré ne jamais revoir. Le shérif leva la main droite pour faire halte, puis se mit accroupi derrière un buisson. La porte était ouverte. Sur le banc, le père Lumière était inerte, le pied bandé et ensanglanté. « Prends donc un gars avec toi, » dit le shérif à son fils, « et passez sur le flanc droit. » Les deux hommes disparurent derrière les hautes tiges, enfonçant leurs bottes dans les eaux stagnantes. Le shérif attendit de voir son fils contre le mur extérieur de la maisonnette, puis dit « Shérif de Gilbert, Swampland, allez, sortez les mains en l'air. » Tout le monde retint son souffle, dans l'attente d'une réponse. Mais rien ni personne ne donna signe de vie à l'intérieur. Le reste du groupe avança lentement à travers le jardin. Le médecin, arrivé à hauteur du père Lumière, s'occupa de son patient comme il put. Dit-il, « Quelqu'un pourrait m'aider à transporter Monsieur Lumière dans un endroit sûr. » Mais personne ne prêta attention à lui. Ils s'approchèrent de la maison le plus lentement possible, et arrivé au niveau de la porte, le shérif inspira profondément, puis il jaillit dans l'entrée, le fusil prêt à tirer. Juliette était là, la robe en sang. Elle vacillait de droite à gauche, comme un pendule. Sur sa gauche, Frank Swampland. Le shérif pointa son fusil sur lui et s'avança. C'est là qu'il le vit, le regard fixe, le torse meurtri par 36 coups de couteau. Le shérif s'avança davantage, et Frank détourna les yeux vers lui. Il vivait encore. Le shérif ne croisa pas son regard tout de suite, absorbé qu'il était par le couteau qui était resté planté au milieu du torse. Soudain, Frank émit un petit râle, et le shérif sursauta. Il l'abattit d'une balle dans le corps. Tous les autres se précipitèrent à l'intérieur et virent Frank Swampland rendre l'âme, le sourire aux lèvres, le visage lumineux, presque reconnaissant.